Donc, sur le programme, j'ai toujours champ libre, donc moi, ça me va bien. Hein. Donc, vous voyez, je prévois toujours un thème, les nouveautés sociales, et on n'en manque pas. Hein, c'est ça le grand bonheur en social. Donc, ah oui, je me présente quand même, puisqu'on a toujours des nouveaux. Donc, je suis expert comptable, je suis directeur du pôle paye du groupe FIBA. Et là, je suis dans mes fonctions de délégué régional du club social. Je siège au club social national. Et donc, je gère le club social. Donc, maintenant, on est format Grand Est, mais je gère en particulier les réunions du club social pour la région Alsace. Voilà. Et donc là, je suis repartie d'un support que j'avais animé au club social national. Et puis, je vous ai rajouté des petites thématiques qu'on avait vues auparavant. Donc, voilà. Alors, moi, quand je vous vois comme ça en début d'année, j'aime bien toujours vous rappeler les chiffres clés, mais pas seulement pour vous donner le montant du SMIC, parce que ça, vous le savez, mais plus toutes les autres données qui vont être liées à ces nouveaux critères. Après, donc, quand j'ai fait le support, je me suis bien dit, c'est un peu touchy de prévoir la jurisprudence du 13 septembre sur les congés payés, parce qu'on attendait un texte, et au bonheur, le texte est sorti vendredi. Hein, donc, du coup, je vous ai adapté le support. Hein, on n'a pas encore toutes les conclusions, mais enfin, on a déjà un peu progressé, donc ça tombait bien. Après, je voulais vous parler de la réforme des retraites, puisque comme elle a intervenu le 1er septembre, hein, à la limite, vous n'aviez pas eu trop les infos là-dessus. Et puis ensuite, je veux vous parler de la nouvelle loi sur le partage de la valeur, parce qu'elle rentrera en application en 2025 dans les entreprises de 11 salariés et plus. Et donc, il faut quand même l'avoir en tête pour commencer à négocier des choses dans ces entreprises-là, puisque ça va être effectif à partir, enfin, au plus tôt, on commencera en 2025. Mais donc, c'est bien de l'aborder. Et puis après, j'ai prévu un petit point d'hiver. Ça, c'est les trucs qui ne rentrent pas dans les autres cases et que je trouve que c'est quand même important de vous dire. Voilà, petit point d'hiver. Et alors, vous avez de la chance parce que je me remets en question régulièrement. Donc, je prévois des supports plus courts, hein, parce que l'an dernier, même pour moi, c'était quand même chaud. Donc là, je crois qu'on a 56 diapos. Et vous avez vu, c'est du bonheur, on est déjà à la 3. Hein, donc, voilà. Et donc, ouais, l'objectif, c'est que vous ayez un peu de temps pour des questions-réponses. On les fera plutôt à la fin, comme ça, je vois si j'ai eu le temps de tout faire. Hein, donc, si vous avez des questions, voilà. Alors, sur les chiffres clés, donc là, en fait, le tableau, bon, les experts comptables, on aime quand même les chiffres, c'était plus pour vous rappeler l'évolution du SMIC, parce que dans les réseaux sociaux, on va dire plutôt que les médias, parfois il y a un peu des fausses informations qui circulent. Donc là, par exemple, moi j'ai vu, le SMIC, il n'a pas augmenté. Hein, donc c'est vrai que si tu fais bêtement le SMIC de janvier 2024, hein, par rapport à l'ancien SMIC, tu n'es qu'à 1,13, mais ça serait % d'augmentation. Mais c'est oublier qu'il y avait une augmentation en mai 2023. Hein. Donc c'est toujours les chiffres, tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Donc c'est vrai que sur un mois, ça n'avait augmenté que de 1,13. Mais voyez, en cumul sur un an, hein, ça avait augmenté de 3,39%. Et donc vous voyez, ça, les 11,65, il faut les retenir. Mais de dire que le SMIC avait progressé de 3,39%, c'est aussi une information importante. Ben, quand on a des sociétés qui veulent négocier des augmentations générales de salaire, vous voyez, ça nous donne la tendance. Et puis ça nous montre aussi que l'inflation a quand même diminué, parce que vous voyez que la photo en janvier 2023, là sur un an, on avait même eu 2 augmentations de SMIC en 2022, on avait eu celle du mois de mai et celle du mois d'août, et vous voyez que là on avait une inflation galopante, puisque là le SMIC avait augmenté de 6,62%, hein, donc vous voyez bien qu'il y a eu un recul de l'inflation sur 2023. Et donc cette information-là, donc moi ça me permet d'orienter un peu quand on me sollicite pour décider des augmentations individuelles ou générales, d'avoir les pourcentages. Parce que quand vous faites le calcul des augmentations, parfois vous raisonnez que en euros. Et en euros, en fait, si vous avez une plus grande structure, ça peut être vite significatif. Donc quand vous calculez une augmentation, il faut toujours la rapporter en pourcentage pour voir si le chiffre est cohérent. Hein, donc moi par exemple, j'ai des collaborateurs qui, s'ils me demandent une augmentation de 15 ou 20%, vous voyez, ça n'existe pas, des augmentations de 15 ou 20% pour un même poste, hein, sinon c'est une promotion. Mais donc, vous voyez, moi, je suis ouverte à la discussion et je leur recalcule et ils se rendent compte aussi. Hein, donc les chiffres, hein, c'est bien d'avoir une valeur, mais c'est aussi bien de savoir à quoi ça peut servir derrière. Et après, ce que je trouve dommage là, dans toutes les stats qu'on a, c'est qu'avec l'augmentation du SMIC qu'on a eue depuis 2021, hein, vous voyez qu'en 2021, on était à 1554, et donc là maintenant, on est à 1767 € brut pour 35 heures, c'est que je pense qu'il y a quand même de plus en plus de SMICards en France, hein, parce que c'est pareil, quand tu es au SMIC, ton salaire, il a été automatiquement revalorisé. Quand tu étais un peu au-dessus du SMIC, ton salaire s'est fait rattraper,
hein, mais c'est pareil, n'imaginez pas que tout le monde est augmenté. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les grandes entreprises, mais dans les grandes entreprises, il y a des délégués syndicaux, il y a justement des négociations annuelles sur les salaires. Dans les petites entreprises, hein, vous savez que le marché des experts comptables, c'est essentiellement des TPE. Nous, il y a des entreprises qui n'augmentent jamais les salaires. Hein, si tu es au-dessus des minima, les gens ne voient pas pourquoi augmenter les salaires. Et donc, vous voyez que c'est bien de leur rappeler que quand l'inflation repart, bon, avec une inflation à 6,62 en 2022 et là quand même 3,39 en 2023, hein, c'est quand même bien de revoir les rémunérations. Voilà, pas forcément hein, à due concurrence de ces pourcentages-là. Hein, c'est pareil, ça serait un mauvais raisonnement. Alors, une fois qu'on a le SMIC, l'autre information qu'on a qui est importante, c'est de dire pour valider un trimestre de retraite, sur quelle base il va falloir que je cotise. Alors ça intéresse, on va dire, plusieurs types de publics. Ça peut intéresser, par exemple, des gens qui passent à temps partiel, hein, donc de se dire, bah, tiens, je passe à temps partiel en fin de carrière, est-ce que ça va me saccager ma retraite ou pas, hein, donc, parce qu'en fait, pour valider un trimestre, il faut cotiser sur 150 fois le SMIC, et donc je vous ai rappelé les montants. Et ça peut aussi concerner les dirigeants d'entreprise qui ne veulent pas forcément se prendre de rémunération parce qu'elles sont soumises à cotisation sociale, et donc ils ont l'impression hein, de jeter leur argent par les fenêtres, sauf que pour la retraite, ils regretteront peut-être de ne pas avoir cotisé. Et donc là, pareil, moi j'aime bien vous donner les montants pour que vous reteniez que cette année, par exemple, il faut cotiser sur 7 000 € hein, pour valider une année de retraite en 2024. Et c'est toujours le SMIC de janvier, 2024, de janvier de l'année qui compte. Hein, c'est pour ça que je vous ai laissé toutes les années successives. Et alors, c'est toujours pareil. Hein, si tu es loin du compte, bon, bah, tu es loin du compte, ce n'est pas la peine d'essayer de chercher. Hein, donc, par exemple, on a beaucoup de mandataires sociaux, ils se prennent 500 € de rémunération. Hein, donc, 500 €, ça te fait 6 000. D'accord ? Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne fait pas une prime hein, de 1 000 € pour valider 4 trimestres de retraite, quoi. Hein, c'est vraiment ces enjeux-là dont il faut parler. Et après, je rappelle qu'en fait, quand on parle de trimestre de retraite, la retraite en fait, de base de la sécurité sociale, ou pareil pour les indépendants, hein, on est sur des régimes alignés, donc ce que je vous dis là, ça vaut aussi pour les indépendants, c'est uniquement sur le plafond de la sécurité sociale. Et donc là, comme le plafond de la sécurité sociale, il a été fixé à 3 864, c'est aussi une erreur de se dire, je me fais une fiche de paye à 7 000 en décembre et ça me validera 4 trimestres de retraite. Parce que comme justement, tu n'auras qu'une seule fiche de paye, eh ben, tu auras 7 000 en brut, mais tu auras 3 864 de vieillesse plafonnée, et donc tu ne valideras pas 4 trimestres de retraite. Donc c'est pour ça que je vous ai écrit, il faut au moins 2 fiches de paye, et donc ça, bon, c'est sûr que la vie n'est pas toujours très juste, hein, mais par exemple, tu t'embauches un jeune ingénieur en septembre que tu payes 3 000 €, vous voyez, ben, 3 000 x 4, hein, il va valider des trimestres de retraite tout de suite pour son année en cours, alors que, parce qu'il aura eu 4 fiches de paye, vous voyez, avec 3 000 €, hein, même s'il ne travaille que 4 mois, il aura validé 4 trimestres pour cette année-là, quoi. D'accord? Donc retenez 7 000 € pour la retraite. Et puis après, avec le Covid, on a eu des gens qui ont été en arrêt maladie, qui étaient rarement en arrêt maladie, hein, avec le Covid. Et après les suites du Covid, hein, on a eu plus d'arrêt maladie qu'avant le Covid. Donc pour les IJSS, on savait hein, qu'il fallait avoir travaillé un tiers-temps sur les 3 derniers mois qui précèdent l'arrêt. Donc ça, c'est dès que tu avais 150 heures, c'était bon, tu avais le droit aux IJ de sécu. Donc ça allait bien, on faisait ça facile. Par contre, pour les mandataires sociaux, et donc au-delà des mandataires sociaux, il y a aussi les VRP, pour ceux qui n'ont pas d'heures. Et un mandataire social, il n'aura jamais d'heures. Même si vous avez mis des heures sur la fiche de paye, c'est une erreur, parce qu'un mandataire social, il a des fonctions de dirigeant, donc on ne compte pas ses heures. Donc forcément, un mandataire social, c'est la deuxième règle qui va jouer. Et donc là la règle, c'est 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois qui précèdent l'arrêt. Et donc là, comme je dis toujours, tu ne sais pas quand tu vas tomber malade, hein, ou tu ne sais pas quand tu vas être hospitalisé, etc. Et donc le mieux, c'est de lisser hein, sa rémunération pour se dire, bon, ben, hop, si je tombe en maladie, hein, ben, je ferai la photo des 6 mois qui précèdent mon arrêt maladie, est-ce que j'aurai atteint ces 1015 fois le SMIC? Alors 1015 fois le SMIC, vous voyez, c'est toujours pareil, il faut faire les calculs. Hein. Notamment nous, notre clientèle, ils ne font pas les calculs naturellement. Hein, on a beaucoup de gens qui calculent très bien, mais si tu ne leur dis pas le montant de 1015 fois le SMIC, ça ne leur parle pas. Et donc vous voyez que 1015 fois le SMIC, c'est quand même pas une paille, 11 825 € sur 6 mois. Donc vous voyez que par exemple, la personne qui se paye 500 €, ça ne va pas aller. D'accord? Donc eux, ils n'auront pas les IJ de sécu.
Et là, c'est pareil. Donc, nous, on a eu des gens qui se sont chopés le Covid, tu étais arrêté 10 jours. Les IJ de Sécu, c'est maxi 48 €. Hein, donc, on parlait de 10 jours d'IJ de Sécu, donc ils ont perdu 480 €. Bon, ils m'ont fait un scandale en me disant c'est inadmissible, qu'on leur en a jamais parlé, et tout ça, donc on leur avait fait perdre 480 €. Mais si on les avait fait cotiser, grosso modo, je simplifie, sur 12 000, ils auraient payé beaucoup plus de cotisations, parce que 12 000, c'est sur 6 mois. Donc ça te fait 24 000 € annuels par rapport à leurs pauvres 6 000, hein, quand je vous disais qu'ils se prenaient 500 €. Donc là, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Enfin, si tu te prends une rémunération à 6 000, pleure pas parce que tu n'as pas des droits, hein, qui sont acquis quand tu as 24 000 € de rémunération. Mais quand on est limite, c'est quand même dommage. Hein. Vous voyez, là, moi, j'ai eu un cas d'une dame qui s'est fait hospitaliser. On fait la photo des 6 mois qui précèdent, c'était l'ancien SMIC. Si je vous le fais là, je suis à 11 750. Bon, alors reconnaissez que c'est quand même rageant, hein, d'être à 11 750 sur 6 mois quand le seuil est à 11 825. Parce que qui dit pas d'IJ de sécu dit souvent dans les contrats de prévoyance pas d'IJ de prévoyance. Donc ça veut dire zéro couverture. Hein. Donc là, c'est pareil. J'attache de l'importance pour que tout le monde se souvienne de ce chiffre. Et alors, moi, je trouve que c'est pourri. Hein, 11 825, on retient beaucoup de chiffres, mais 11 825, c'est quand même plus difficile à retenir. Et donc, moi, je vous ai donné mon moyen mémotechnique. C'est qu'en fait, pour les mandataires sociaux, ils ne sont pas passés aux 35 heures. Parce qu'en fait, quand tu fais 1015 que divise 6, vous voyez, on arrive à 169,16. Et ça, donc, avant les 35 heures, ou si vous faites des payes dans le bâtiment ou dans la restauration qui sont restées à 39 heures, vous savez bien qu'on a 169 heures. Et ça, c'est plus facile de se souvenir. Bah, pour les mandataires sociaux, s'il veut les IJ, il faut qu'ils soient un peu au-dessus des 169 heures du SMIC. Hein, donc, en moyen mémotechnique. Et donc, forcément, s'il a ça, en plus, il aura la retraite. D'accord ? Mais vous voyez que c'est quand même une somme assez conséquente, hein, pour avoir le droit. Donc, ce n'est pas tous les mandataires sociaux qui sont prêts à se payer ça, surtout dans des activités qui vivotent. Voilà. Alors ensuite, toujours les chiffres clés, c'est le taux de charge sociale patronale. Alors ça, c'est fou, parce que ça fait quand même des années qu'il n'y a plus de charge sociale patronale sur un SMIC, et les gens ne veulent pas y croire. Hein, donc chaque année que vous me revoyez, je vous remets tout le temps, et je vous le redis toujours, sur un SMIC, il n'y a plus de charge sociale patronale. D'accord ? Et c'est le principe des allègements de charges Fillon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à payer ? Il nous reste à payer l'accident du travail, parce que ça, les gens, on veut que les gens payent leur taux d'accident du travail. Donc là, je vous avais fait un emploi de bureau, donc c'est pour ça que vous avez un tout petit taux. Hein, c'est sûr que si vous êtes dans le bâtiment, sur un SMIC, vous pouvez avoir un taux d'accident du travail à 9. Hein, donc vous aurez déjà ce taux-là. Vous aurez la taxe d'apprentissage, hein, qui est due dans quasiment toutes les entreprises, la formation professionnelle continue, et, je rappelle, la complémentaire santé, puisque Hollande avait rendu la complémentaire santé obligatoire pour tous. Mais alors bon, en Alsace, si vous faites le contrat là, au Crédit Mutuel, hein, à l'époque, pour l'ANI, panier de soins, le truc vraiment minime, hein, c'était 5 € de part patronale. Donc vous voyez que ça ne va pas faire chercher loin. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Les gens qui sont payés 1 767 € bruts, pas de charge sociale patronale. Et après, donc, on a un système progressif jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et vous voyez qu'à 1,6 fois le SMIC, ça commence à faire quand même pas mal d'argent, hein, 2 827 €. Et ça ne m'a jamais posé de problème, parce que là, on va passer progressivement de 1,67 ou de 2% à 34% de charge sociale. Et vous voyez, ça, on va monter progressivement. Donc là, il n'y a pas de problème. Hein, plus tu t'élèves, moins tu as d'allègement de charges. Mais par exemple, ça, une fois, j'avais un de mes étudiants qui m'avait dit « Ah ben ça n'encourage pas les patrons à les payer plus. Hein » Clairement. Hein, c'est-à-dire que plus le patron paye cher ses salariés, plus il paye cher de cotisations patronales. Hein, mais c'est quand même le principe qui a été retenu. Après, je vous ai fait une distinction non-cadre et cadre, juste un chouille au-dessus du plafond à 3 864, pour vous montrer qu'il n'y a pas tellement d'écart de cotisation, parce que maintenant, quand tu passes cadre, en fait, tu as juste une cotisation à l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, c'est un pôle emploi amélioré pour les cadres, et surtout, tu as la prévoyance cadre tranche A qui est obligatoire à 1,5. Ça, pareil, ceux qui viennent chaque année, je vous demande de vérifier si vous avez bien de la prévoyance cadre tranche A à 1,5, parce que chaque année, je revois des dossiers variés, et on n'est pas à 1,5 en tranche A. Donc là, j'ai été faire un bilan retraite pour un monsieur qui n'avait jamais regardé sa fiche de paye, hein, très très fréquent, les gens qui ne regardent pas leur fiche de paye, ils ont le net, ça leur suffit. Hein. Donc nous, on se casse la tête à faire des fiches de paye pour que les gens ne les regardent pas, c'est quand même bien triste. Hein. Et donc je regarde sa fiche de paye.
Ah oui, je regardais sa fiche de paye pour la complémentaire santé. Hein, parce que quand tu pars en retraite, tu as le droit de bénéficier encore de la complémentaire santé de ton employeur. C'était aussi dans un dispositif de loi E20. Et donc je lui dis, par contre, vous allez payer et la part salariale et la part patronale. Hein, c'est-à-dire que tu n'as plus le patron qui te paye ta complémentaire santé. Et donc il ne savait même pas combien il payait de complémentaire santé. Donc là, très mignon aussi. Une belle entreprise hein, en Alsace. Je crois qu'ils font leur paye en interne, donc les experts comptables, on est tranquille. Et donc, la complémentaire santé, pareil, la règle, c'est 50-50. Donc, ta cotisation salariale ne peut pas être plus élevée que ta cotisation patronale quand on dit que c'est 50-50. Donc ça, hop, première erreur. Et donc, forte de cette première erreur, j'ai zioté juste au-dessus la prévoyance 4 tranche A à 1,5. Dommage. Hein, là, rebelote, il m'avait mis une cotisation salariale. Hein, donc, quand je vous dis qu'il faut le vérifier, c'est que moi, chaque année, j'ai des dossiers où, en fait, donc là, le contrat, à la limite, était peut-être bon, mais comme il m'avait mis une cotisation salariale, on n'était pas bon. Quoi. Hein, donc, c'est pour ça que je vous en parle chaque année. Il y a beaucoup d'erreurs. Donc ça, on a juste cette différence-là. Et puis ensuite, ici, on a une petite ruse, parce qu'ils savent que nos cerveaux sont aptes à apprendre plein de choses. Vous avez vu que cette année, je vous ai rajouté une petite astérix, là, à 2,5 le SMIC et 3,5 le SMIC, parce que donc, ils nous ont fait une petite variante. C'est qu'en fait, un député a dû se dire « Ah ouais, mais avec l'augmentation du SMIC, on n'arrête pas de donner des exonérations à des gens de toujours mieux payés. » Vous voyez, donc, ça, c'est le député. Donc il a dit « Ça suffit, on va geler les 2,5 et les 3,5 du SMIC au SMIC du 31 décembre 2023. » Donc là, nous, le 31 décembre 2023, on le connaît encore, le SMIC. Je vous ai mis les montants, mais vous voyez, quand on va devoir expliquer ça hein, dans les générations à venir, ça va être bien sympa. Et là, j'ai animé une autre formation où j'ai appris qu'il y avait un plafond hein, qui sera fixé à 2 SMIC. C'est-à-dire que le SMIC sera bloqué au SMIC de décembre 2023 jusqu'à temps que le SMIC ait tellement progressé qu'on arrive à 2 SMIC. Vous voyez, donc le jeu va durer longtemps. Vous voyez, là, ce n'est pas le truc temporaire, ça va durer longtemps. Donc bref, ils se sont dit... Parce que qu'est-ce qu'on a comme exonération? C'est que donc tous les gens qui sont payés en dessous de 2,5 fois le SMIC, et donc là on a à l'euro près. Donc ça c'est pareil, ça je trouve ça terrible, parce que par exemple les gens qui sont payés 4 000 euros, ils ne doivent pas comprendre pourquoi ils ne sont pas augmentés. Hein, mais à 4 368 euros, le patron il paye 35% par exemple de charge, hein, si c'est un cadre. À 4 369 euros, il se mange 6% de plus depuis le 1er janvier. Hein. Donc c'est l'ex-CICE qui a été transformé en complément maladie. Hein, donc c'est assez fourbe parce que sur la fiche de paye, tu as un taux là, qui est à 7 et puis hop, d'un coup, il passe à 13 du fait de ce complément maladie. Et donc ça, c'est quand même violent parce que par exemple, ça nous arrive pour des gens qui sont payés 4 000 euros. Vous voyez, la personne, elle est payée 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros. Puis paf, en novembre ou en décembre, on lui verse son 13e mois. Et donc là, sur l'année, il va dépasser les 52 417. Et donc là, en novembre, que le patron il se paye déjà le 13e mois pour tous ses salariés, il va se payer le complément de 6% depuis janvier hein, pour tous les gens qui d'un coup dépassent le seuil du fait du paiement d'une prime hein, ou d'une prime. Hein. Voilà. Et après, on a l'autre seuil, mais qui est un peu plus élevé, 3,5 du SMIC. Et là, bon, le complément, c'est le même principe, allocation familiale, mais c'est 1,80. Donc ça fait mal, mais un peu moins mal. Surtout que, bon, il y a des gens payés au-dessus de 73 000 euros. Quand ils ont sorti ces dispositifs-là, on nous avait dit qu'il n'y avait que 10% des salariés en France qui étaient payés au-dessus de 3,5 du SMIC. Hein, donc on ne rencontre pas ça tous les 4 matins, et puis c'est 1,80, donc c'est moins flagrant. Et après, je vous avais mis un salaire à 10 000 euros pour vous montrer que, grosso modo, les charges sociales, après, ça ne bouge pas de trop. Alors là, j'avais mis que les cotisations obligatoires. Parce que ce qu'il y a, c'est que si vous me rajoutez une part patronale de complémentaire santé, ça va bien vous rajouter. Une prévoyance, là, je vous avais fait que la prévoyance 4 tranche A à 1,5 patronale. Hein, parfois, vous avez des contrats de prévoyance qui coûtent plus cher parce que vous avez prévu des rentes éducation, hein, des rentes invalidité, etc. Donc là, on est vraiment sur les cotisations obligatoires. Et donc, j'ai laissé, ça c'était une de mes collaboratrices qui m'avait proposé de faire ça, et je trouvais que c'était pas mal, je vous ai laissé le taux de prélèvement à la source non personnalisé, parce que ça, je trouve que ça permet aux gens de se situer. Hein, c'est donc, grosso modo, le taux des célibataires sans enfants. Hein, donc, si vous êtes célibataire sans enfants, vous devez être à peu près dans ces taux-là de prélèvement à la source. Si vous êtes marié avec quelqu'un qui gagne moins, ça vous a peut-être permis de payer moins de prélèvement à la source si vous avez opté pour un taux global. Ah, mais d'ailleurs, qui va devenir personnalisé. Hein, je ne sais pas si vous avez vu que ça, toujours pour sauver les femmes, là, ils nous ont proposé de dire que
les taux, la femme aura son taux et l'homme aura son taux. Enfin, bon, ce sera taux individuel par défaut, quoi, et ce sera taux commun sur option. Hein, ils vont nous changer ça après la déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà ce que je voulais vous dire. Et là, le petit piège, hein, c'est que quand tu ne cotises pas à Pôle emploi, hein, tu as forcément le complément maladie et le complément allocation familiale dès le premier euro. Donc, par exemple, le mandataire social dont je vous parlais qui se prenait 500 € de rémunération, ben lui, il se paye le complément de maladie à 6% et le complément allocation familiale d'1,80 parce qu'il ne cotise pas à Pôle emploi. D'accord ? Donc ça, pareil, de bien y penser sur le paramétrage selon le logiciel utilisé. Voilà sur les chiffres clés. Alors du coup, moi, dès qu'on me donne ces nouveaux chiffres, j'aime pas que les entreprises embauchent en CDD. C'est-à-dire que pour moi, un vrai CDD, si tu me demandes mon avis, c'est un CDD pour remplacer quelqu'un. Ça, c'est un vrai CDD. Tu as quelqu'un qui est absent, tu reprends un CDD pour remplacer la personne. Ça, je ne vous embêterai pas avec ça. Ça, c'est un vrai motif de CDD. Après, vous allez me dire, ah, ben, il y a le surcroît temporaire d'activité. Mais le surcroît temporaire d'activité, ça ne doit pas être du récurrent. Et là, dans beaucoup de nos entreprises, le surcroît temporaire d'activité, il n'est pas tellement temporaire. Donc, c'est des CDI déguisés. Et donc ça, j'ai construit tout un argumentaire pour faire sauter les faux CDD, surcroît temporaire d'activité. Pareil, je n'ai pas de problème avec les contrats saisonniers, hein, qu'on propose d'ailleurs souvent aux étudiants. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. La saison, c'est plutôt la météo. Et donc, il faut quand même faire attention hein, qu'il y a des contrats saisonniers qui ne fonctionnent pas. Hein, nous, par exemple, à Strasbourg, on est région touristique, donc on n'a aucun problème pour faire des saisonniers. Hein, par exemple, dans les hôtels, cafés, restaurants, tu peux commencer facile à faire des saisonniers à partir d'avril jusqu'en décembre. De temps en temps, on a des trous, hein, mais bon, si le restaurateur il est intelligent, après les asperges, il te retrouve autre chose. Enfin, donc il y a toujours un truc à fêter. Mais moi, par exemple, une fois, j'avais un commerce de thé en ville. Bon. Et donc, moi, je voulais proposer un saisonnier parce qu'en fait, on allait avoir un petit jeune qui allait me remplacer tous les salariés permanents au cours de l'été. Mais là, vous voyez, je n'ai pas fait saisonnier pour un magasin de thé, parce que j'ai été voir mon collègue qui s'occupe de la compta. Là où on vend le moins de thé, je vous le donne en mille, c'est en juillet-août. Hein. Parce qu'à 40 degrés, bien, on va se faire un petit thé, vous voyez. Une glace, oui, le thé, un peu moins. Hein. Donc, vous voyez, il faut aussi adapter hein, le saisonnier au secteur d'activité. Vous voyez, on peut se dire la belle Alsace, région touristique. Voilà. Moi, une fois, dans les stations-service, j'avais une dame qui était, alors attendez, ça ne va pas vous faire rire si vous êtes originaire de là-bas, mais je suis désolée, c'est le vrai cas, Verdun. Donc, elle voulait me faire un saisonnier en été pour Verdun. Donc ça, je ne sais pas si dans vos amis, hein, où tu vas cet été à Verdun, c'est assez rare, hein, à placer, comme ça, c'est assez rare. Et donc, comme on était spécialisé sur les stations-service autoritaires, je lui avais demandé si sa station-service était sur l'autoroute, parce que là, oui, hein, sur la route des vacances, mais non, là, elle était Verdun-Plage. Bon, ça, je ne lui ai pas accepté son saisonnier à Verdun-Plage. Bon, voilà. Et alors, je vous ai remis le dernier cas, mais donc moi, ça fait 25 ans que je travaille. J'ai eu 2 fois, hein, donc c'est magique quand tu tombes sur celui-là. C'est vrai que tu peux faire un CDD dans l'attente d'une personne définitivement embauchée en CDI, mais il faut son nom. Hein, parce que nous, nos clients, ils vont nous dire « Non, non, mais je n'ai trouvé pas quelqu'un d'assez bien pour l'embaucher en CDI, mais celui-là, on va l'embaucher en CDD. » En disant que quand on en trouvera un mieux, hein, on prendra l'autre. Mais ça, ce n'est pas possible. Hein, donc ça, c'est assez rare. Moi, par exemple, c'était quelqu'un qu'on venait venir de Bordeaux, hein, chez un client. Ils avaient trouvé la perle rare, elle était à Bordeaux, mais donc il ne voulait arriver qu'en septembre pour l'école des enfants. Donc là, on avait fait un CDD en attente de l'arrivée de M. Tartampion, hein, définitivement embauché en CDI, qui nous rejoindra en septembre. Hein, mais ça, c'est extrêmement rare. Hein, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu ça, hein, des CDD dans l'attente de l'arrivée d'un salarié définitivement embauché. Bon, donc voilà. Donc déjà, les cas de recours. Hein, je vous ai dit, remplacement saisonnier, OK. Les autres, est-ce que c'est un vrai cas de recours? Et ensuite, là où j'essaie de faire le bras de fer avec les clients qui veulent me faire un CDD, c'est la période d'essai qui est plus courte. Et donc ça, c'est pareil. Hein, nos clients, je te fais un CDD de 3 mois, période d'essai de 2 mois, ça ne gêne pas beaucoup de clients. Hein, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que dans ta convention collective, il y a écrit 2 mois que tu vas pouvoir faire 2 mois de période d'essai pour un CDD de 3 mois. Hein, ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles, et c'est vrai que ce n'est pas écrit dans les conventions collectives. Vous voyez, ils ne mettent pas tout dans les conventions collectives. Donc, il y en a qui se font avoir. Hein, la règle, c'est 1 jour par semaine de contrat. Donc, la période d'essai des CDD, ça passe quand même extrêmement vite. Surtout que c'est des jours calendaires. Hein, dans les restaurants, quand les gens ils viennent que le samedi, le vendredi et le samedi, vous voyez, pour tester les gens,
quand tu as 10 jours calendaires hein, de période d'essai, ça veut dire qu'en 2 week-ends, c'est réglé. Et après, tu te cognes la personne, par exemple, pendant les 3 mois hein, que tu as prévu de CDD. Et donc, je dis toujours, faire bonne figure 2 semaines, hein, c'est quand même à la portée de beaucoup de monde. Faire bonne figure 2 mois, c'est un peu plus compliqué. Et puis ça, je veux vous rendre attentif, parce que donc moi, quand j'ai commencé en début de carrière, on faisait des CDD de plus de 6 mois, hein, donc des faux CDD de surcroît, hop, plus de 6 mois. Comme ça, il y a là, on a 1 mois de période d'essai. Puis une fois, j'ai une avocate qui m'a dit, abus de droit, Annabelle, si tu n'as aucune raison valable de dire que ton CDD dure 6 mois, et comme j'étais sur des surcroîts d'activité bancale, eh ben, ça ne marche pas. Et donc, ça veut dire que tu romps ta période d'essai au-delà des 15 jours, hein, puisque vous avez vu dans le premier terme, c'est 15 jours maxi, et ben, tu auras requalification au CDI. Donc, vous voyez que l'histoire des 6 mois, c'est pareil, je le fais quand j'ai un congé parental. Là, quand tu as un congé parental, hein, la dame, elle a demandé un congé parental pour 1 an. Là, ça ne te pose pas de problème, tu fais un CDD, un remplacement de congé parental. Là, effectivement, vous pouvez tout de suite conclure qu'il va durer plus de 6 mois pour avoir 1 mois de période d'essai. Mais sinon, des trucs fictifs, en tout cas, après, il faut assumer les risques. Et après, ça, souvent, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai beau argumenter hein, sur la période d'essai, vous aurez plus de temps, tout ça, ça ne rentre pas. Et donc, après, ce qui marche bien, c'est de dire que quand on veut rompre un CDD, c'est plus compliqué, mais c'est les sous. Hein, parce que le portefeuille, ça marche quand même toujours bien. Et là, l'intérêt de cette présentation, c'est de vous rappeler que, comme je vous ai dit, que sur un SMIC, il n'y a plus de charge sociale. Et le fait, en fait, de payer l'indemnité de précarité qui est due à ton CDD et l'indemnité de congé payé, et bien ça, on perd des allègements de charges. Et en fait, ça, quand je dis ça aux clients, ça leur parle plus, surtout que là, les gens qui font des CDD de bricolage comme ça, hein, c'est souvent des gens qui ne roulent pas sur l'or. Et donc, le fait de dire, vous allez perdre des allègements de charges, ça les contrarie. Parce que je dis toujours, nos employeurs, de payer les salariés qui ont bossé, ils n'ont rien de contre. Mais de perdre des exos de charges, hein, ça, tout le monde est un peu déçu. Et donc là, on vous a fait la simule. Hein, pour un CDD d'1 mois au SMIC, il va perdre 169 € d'allègement de charges. Hein, j'ai fait ça parce qu'en se disant, ils veulent tester sur 1 mois le gars, hein, plutôt que de l'embaucher en CDI. Et sur un CDD de 3 mois, parce que c'est quand même ça qui les intéresse, vous voyez, il va perdre 506 € hein, d'allègement de charges. Parce qu'en fait, dès que tu verses, hein, c'est comme mon histoire de 13e mois, dès que tu verses des sommes en face desquelles il n'y a pas d'heure, eh ben, les fillons, ça s'écrète, hein, puisque tu perds par rapport à la référence du SMIC horaire, quoi. Voilà, donc après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis anti-CDD. Donc, comme j'ai champ libre, hein, voilà. Alors maintenant, les CP. On va voir s'il reste après les CP, mais c'est pour ça que j'ai mis les CP, parce que là, la digestion est faite. Et après, on parle de la retraite. La retraite, c'est aussi intéressant. C'est le début. Vous voyez, d'abord les CP, après la retraite. Alors, sur la jurisprudence des congés payés, j'ai fait que quelques diapos. Et puis donc, ça tombe bien, parce que c'est la conclusion. Je vous ai rappelé les règles du Code du travail. Donc, les règles du Code du travail, c'est qu'il faut avoir travaillé pour avoir le droit aux congés payés, sauf certaines assimilations légales ou conventionnelles. Donc les congés payés, c'est considéré comme du travail effectif. La maternité, ça c'est le drame de certains employeurs, elles foutent rien et elles ont quand même droit à des congés. Hein. Bon, donc ça, vous le savez bien, que la maternité, on a le droit à des congés. Les congés pour les événements familiaux, mais enfin ça on parle de quelques jours, c'est pas tellement gênant. Et puis on avait toujours une règle atypique pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, où là on disait, on fait tourner les congés pendant 1 an. Hein. Donc on faisait ça. Et généralement, les conventions collectives n'allaient pas bien au-delà. La formation, hein, bon, là, c'est les congés tournés. Donc ça, c'était les règles du Code du travail. Et puis ensuite, on avait aussi une autre règle. Hein, que là, par exemple, le MEDEF, quand ils ont dit que ça va coûter des milliards aux entreprises, ils ont oublié cette règle-là. C'est qu'on disait que chaque année, les compteurs de congés tournaient normalement si on arrivait à faire 12 fois 4 semaines. Et alors après, ça, j'aime bien vous rappeler, parce que parfois les chiffres, on a l'impression qu'ils sortent magiques, hein, c'est que nous, on fait 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Hein, voilà. Mais 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tu dis ça à un chef de station, service, il te dit d'accord. Là. Tu dis ça à un ingénieur, hein, moi j'ai des filles contestées, hein, pour vous, qu'on dit, bah, c'est parce qu'il y a un peu plus que 4 semaines, mais un peu moins que 5, ça, un ingénieur, il ne te laisse pas passer. Hein, vous voyez, parce que là, sinon le pont s'écroule. Vous voyez, si tu dis un peu plus, un peu moins. Donc les 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ça provient de 52 semaines. Donc ça, c'est un postulat.
hein, c'est qu'il y a 52 semaines par an. Plein de gens ignorent qu'il y a 52 semaines par an. Donc 52 que divise 12, magique, 4, 33. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Et donc il y a beaucoup de chiffres comme ça. 21, 6, 6, 6, 6, 6, c'est un peu le même principe avec les semaines. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que si vous faites 0,3333 fois 12, tu arrives à 4 semaines. Donc ça, on disait aussi, quand tu avais eu des petits arrêts maladie, ton compteur de congé tournait normalement. C'est-à-dire que les gens qui avaient été malades moins de 4 semaines, ils avaient tout leur congé normalement. C'est pour ça que quand le MEDEF a dit que ça va coûter des milliards, il faut arrêter, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient malades moins que 4 semaines, et donc ils avaient déjà leur compteur qui tournait normalement. Et après, on avait toutes les dispositions conventionnelles qui prévoyaient que parfois les compteurs continuaient à tourner un certain temps, donc souvent de manière plus favorable pour les cadres, où ça pouvait tourner 3 mois normalement, 6 mois normalement, parfois un peu moins pour les non-cadres, enfin on avait de tout. Là, on parle du régime légal. Et ensuite, on se heurtait avec le droit européen, où le droit européen, eux, ils disaient c'est 4 semaines par an. D'accord ? Ça, c'était les règles du droit européen. Et on s'en moquait d'avoir du travail effectif ou non. C'est-à-dire que quelqu'un absent, donc moi, après, il faut reparler de maladies graves pour avoir l'écoute des chefs d'entreprise, c'est quelqu'un qui a un cancer, parce que si vous parlez de la femme enceinte, ça ne compte pas et c'est détendu. Mais si vous parlez de quelqu'un qui a eu un cancer, tu peux te dire que là, il a été absent 3 ans. Et là, dans le droit européen, c'est qu'il avait le droit donc, à 4 semaines par an, même s'il n'avait pas travaillé pendant 3 ans. C'était ça le principe du droit européen, qui n'avait pas été repris, en droit français. Et puis après, donc, on avait eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui disait qu'un État membre, donc par exemple la France, on ne pouvait pas conditionner le droit au congé, comme nous on le faisait, à du travail effectif. Donc on sait qu'on n'était pas conforme au droit européen. Vous voyez que le premier texte, il datait de 2003. Et donc chaque année, la Cour de cassation émet un rapport au gouvernement en disant on aimerait bien que vous légifériez là-dessus. Chaque année, il remettait c'est quand qui vous mettez en conformité avec le droit européen. Parce qu'on a tous été surpris là, de l'arrêt de Cour de cassation du 13 septembre, mais il faut vous dire que vous voyez, chaque année, la Cour de cassation en disant bon alors c'est pour quand. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le passage en force le 13 septembre, parce qu'ils ont eu marre de dire que c'est pour quand. Donc là, les arrêts du 13 septembre, je crois qu'il y en a 4 en tout, là on vous en a fait 3, c'est pour les principaux, c'est de dire le premier arrêt, c'est le salarié malade acquiert des congés payés, et pas maladie professionnelle ou AT. Donc il est malade, il acquiert des congés payés, donc ça c'est un des premiers arrêts. Le salarié en AT, MP, il acquiert des congés au-delà de cette limite de 1 an. D'accord ? Ça c'est le deuxième arrêt. Et puis après, on avait le cas des congés perdus. Et les congés perdus, donc là, vous voyez, ils avaient fait perdre des congés à quelqu'un qui était en congé parental, en disant, bah, elle n'était pas là, elle n'a pas pu les prendre, pof, perdu. Et donc là, ils sont venus légiférer là-dessus pour dire que ce n'est pas possible. Il faut avoir un temps de report quand la personne reprend. Je ne sais plus ce que je vous ai mis, donc j'avance. Voilà. Donc là, on a la synthèse. Donc ça, c'est ce qui est tombé donc, le 13 septembre. Ça veut dire que maintenant, on a des droits nouveaux donc, pour les arrêts maladie. Ils ont le droit des congés. Grosso modo, nous, sur les dossiers qu'on avait, on avait fait tourner les compteurs de congés en ATMP que 1 an. Si ça a duré 3 ans, il y avait 2 ans à rattraper. Et puis que les congés non pris du fait d'une absence, ils n'allaient plus pouvoir être perdus. Et donc, par exemple, là, ce qu'on vous mettait, c'est que les salariés pour qui les compteurs avaient continué à tourner, par exemple avec des dispositions conventionnelles, eh ben, eux, ils n'étaient pas impactés. Et les salariés qui avaient été absents moins d'1 an en accident du travail ou en maladie professionnelle, on s'en moquait. Donc, ce n'était pas non plus tous les salariés qui allaient être concernés là-dessus. Et donc, par contre, la question qu'on avait, c'était l'histoire de la prescription. Alors, attendez voir, j'avance. Voilà. Et donc, c'est là le dernier arrêt qui nous a fait très peur quand il est sorti. C'est que le principe de la prescription, c'est qu'un droit ne peut être prescrit que quand il est connu. Comme tu n'as pas dit, si je reprends la personne qui a eu un cancer, on va dire qu'on lui a fait tourner ses compteurs pendant 6 mois. Bon. Et en fait, tu ne lui as pas dit, finalement, Robert, l'année où tu as eu le cancer, tu aurais pu avoir 60 jours de congé. On ne lui a pas dit à Robert qu'il avait 60 jours. Donc, il n'a pas pu exercer son droit. Donc, la prescription n'avait pas commencé à courir. Parce que nous, on connaissait la prescription triennale. C'est Sarkozy, avant, on avait une prescription quinquennale
Hein, donc c'était sur 5 ans, les salariés pouvaient revenir sur 5 ans. Et puis Sarkozy avait limité la prescription à 3 ans. Donc quand les textes sont sortis, moi je m'étais dit, bon, ben, ça va être bon, ça va être 3 ans. Et puis là, donc les sages, hein, la doctrine, comme on nous a dit, ah ben non, que comme ils ne connaissent pas leurs droits, la prescription n'a pas commencé à courir. Alors là, on leur a dit, bon, alors combien? Donc là, on m'avait donné une prescription au vingtenaire, 20 ans. Non, là, j'ai dit, c'est du délire, là, les gars, 20 ans, voilà. Après, on m'avait dit, ah ben ça dépend de la date de la décision là, de mise en conformité de l'Europe. Donc ça, c'était 2008. Et donc vous allez voir que là, donc nous, hein, en pratique, le machin, il est tombé le 13 septembre. Moi, vous pensez bien que la semaine qui suivait, j'avais des soldes de tout compte. Hein, et moi, voilà, donc parce qu'eux, ils viennent de rendre leur copie. Nous, on a déjà bien bossé entre-temps. Hein, donc là, ils viennent de rendre leur copie. Et vous allez voir que, grosso modo, ben, ils ont retenu tout ce qu'on a dit là. Et oui, on a eu une autre confirmation sur le fait que dorénavant, il faudra leur laisser 15 mois à l'issue de l'expiration de la période pour prendre les congés, pour solder leurs congés. Et donc ça, l'expiration, c'est vraiment important. Donc là, par exemple, on est en train d'acquérir des congés, hein, quand on est en période légale, on a commencé à acquérir des congés en juin 2023 jusqu'en mai 2024. Ces congés-là, on peut les prendre en théorie jusqu'en mai 2025. D'accord? Et donc, ce sera mai 2025 plus 15 mois, vous voyez, hein, avant de dire qu'ils seront perdus. Et puis ça, je dis toujours, pour faire perdre des congés, il faut faire bon père de famille, c'est-à-dire que là, donc mai 2025, donc ça nous fait mai 2026, vous voyez, ça va faire rigolo, plus 3 mois, bon, donc on arrive septembre, hein, septembre 2026. Et donc là, il ne faut pas dire, ah, tu n'avais qu'à savoir, tu les as perdus. Ça, vous voyez, vous n'êtes pas bon père de famille. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir leur écrire. Hein, je te rappelle que tu as 50 jours à prendre avant septembre 2026, quand est-ce que tu les poses? Et donc là, vous allez avoir affaire à 2 types de salariés, parce que là, moi, il y a des avocats qui veulent me faire des chartes de prise de congés. Non, mais les gens qui veulent prendre des congés, moi, je te dis, tu dis à Robert, bah, finalement, tu as 60 jours. Robert, peut-être, hein, vous avez peut-être 2 versions de Robert, mais il y a un Robert qui va vous dire, bah, super, je viens plus travailler les lundis et les vendredis. Hein, enfin, je veux dire, poser des congés, ça ne pose pas de problème à tout le monde. Hein, ça pose problème à certains. Hein, vous voyez dans vos collègues des gens qui ne prennent jamais de congés, mais bon, il y a quand même pas mal de gens, si tu leur dis tu as 60 jours, hein, payés, je pense qu'ils vont trouver moyen de moyenner. Bon, donc ça, c'était tout le truc du 13 septembre, et puis donc on était embêtés. Donc là, comme pendant le Covid, j'avais dit ben, l'urgence est à attendre. Hein, donc moi, j'ai dit on fait le calcul avec et sans, et puis on n'avait pas bougé. Comme j'ai la chance d'être en haut du cocotier, de revoir tous les soldes de tout compte, donc nous systématiquement on calculait avec la régule et sans la régule, et la plupart de nos clients étonnamment choisissaient sans la régule. Hein, voilà. Et après j'ai un petit dossier fétiche où on est tout le temps dans le conflit, quoi. Enfin ça c'est formidable, c'est vraiment ils m'embauchent même des intérimaires, paf, le mec il se met en athée. Bon, vraiment ils ont un radar pour nous en embaucher des terribles. Et donc bien sûr j'ai eu le cas du salarié qui nous attaque au prud'homme. Vous voyez, c'était quand même intéressant. Donc, on lui devait quand même 5 000 avec la jurisprudence du 13 septembre. Donc, c'est vrai que 5 000 €, ça vaut quand même le coup d'attaquer au prud'homme. Donc, au premier courrier, c'est juste un courrier de 25 pages qui nous dit qu'on est vraiment très mauvais et qu'on n'a pas entendu parler de la jurisprudence du 13 septembre, et donc qui nous réclame ses droits. Donc là, c'est une entreprise qui est accompagnée par un avocat. Je lui dis, bah, prenez attache auprès de votre avocat pour savoir ce qu'il convient de faire. Et donc là, l'avocat, il dit, on attend. Bon, donc on attend, hop, 1 mois après, donc là, recourrier très très sympathique, puisque comme on n'a pas répondu au premier courrier, là vous pensez bien que déjà sur le premier on était mauvais, donc là, hein, on est encore plus mauvais, et là donc il introduit une action auprès de la cour, le conseil des prud'hommes. Donc là, moi, je dis quand même à l'avocat, je pense que c'est mieux d'arriver au conseil des prud'hommes en ayant payé. Donc là, étonnamment, l'avocat dit oui, oui, donc on paye les 5 000 €. Au passage, j'ai dû expliquer comment j'arrivais à mes 5 000 €, que si j'avais payé tout de suite les 5 000 €, j'aurais, à mon avis, économisé du temps, parce que là, forcément, le salarié ne s'est pas calculé l'indemnité de congé payé. Et donc, lui, il est arrivé à 7 000. Donc, quand le salarié calcule 7 000, que tu lui payes 5 000, il n'est pas forcément content. Hein, donc ça, c'est aussi à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où tu attends trop, hein, tu vas avoir discussion sur le montant. Bref, donc on va à l'audience. Comme on l'a payé entre-temps, ça c'est pour ceux qui veulent gagner du temps, on a gagné 1 mois. Hein, c'est-à-dire que comme on a payé, il a dû refaire le papier, je ne sais pas quoi. Hein, moi, je n'ai jamais agi au CPH. Et donc, au lieu de passer en jugement en décembre, on est passé en jugement en janvier. Et donc, moi, je balisais sur le fait que, vous savez que ce n'est pas des juges professionnels au CPH, je me suis dit, le gars, il demande 7 000, on a payé 5 000,
j'avais peur qu'en audience de conciliation, ils disent « Ouais, vous n'êtes pas à 2000 près, paf, je tapote, versez-lui 2000 ». Moi, c'est ça que je craignais. Et alors là, donc, bonne nouvelle, le CPH, l'audience de conciliation, on en est resté aux 5000. Donc le mec est reparti bredouille. Mais le client, il a payé quand même 800 € de frais d'avocat. Hein, donc c'est pour ça que je dis, tempérer quand même de trucs. Ouais, bon, on va attendre la saisine du Conseil des prud'hommes, parce que finalement, vous voyez, au lieu de payer 5000, il a payé 5008 avec les frais d'avocat. Donc ça, c'était le cas que j'avais eu, qui m'avait permis d'orienter. Et donc, nous, notre philosophie, c'était de dire, on ne paye pas les CP de la Cour de cassation du 13 septembre, sauf si le salarié vient et nous dit, Cour de cassation du 13 septembre. Vous voyez, là, moi, je trouvais que c'est tortillé en se disant, oui, pourquoi, de quoi qui cause. Vous voyez, ça, je trouvais que ce n'était pas crédible. Donc là, c'était notre position. Et donc là, c'est bien, j'avais un autre cas en litige, et on a bien fait donc d'attendre, puisque on a eu le Conseil constitutionnel qui a dit que tout va bien en France, donc ça servait à rien, le Conseil constitutionnel. Mais vous savez qui c'est le Conseil constitutionnel? C'est les anciens présidents, donc là, bon, eux, ils font les bretelles, non mais nous, tout va bien. Voilà. Et on a eu le Conseil d'État, et donc là, on a une proposition d'amendement. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, après les décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, et donc ce matin, je causais avec une avocate. Je lui ai proposé, parce que moi, sur les compléments que j'ai versés d'indemnité de congé payé, j'ai écrit régule, cour de casse 13 septembre 2023. Et donc là, c'était plus généreux, la Cour de cassation du 13 septembre. Là, l'amendement suit en fait l'arrêt du Conseil d'État. Et l'arrêt du Conseil d'État, il s'en tient aux règles européennes. Donc là, par exemple, on a dit, l'avocate, elle va voir avec le client s'il est OK pour verser les 2000 ou les 3000 de compléments. Et sur ma fiche de paye, je vais écrire, elle préfère mettre Conseil d'État parce qu'amendement, ce n'est pas encore la loi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit donc l'amendement présenté par le gouvernement, c'est qu'on se limite à 4 semaines par année de travail. Et donc ça, c'est moins favorable que ce qu'avait fait la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation, si par exemple vous aviez des CP pour ancienneté, elle donnait les CP pour ancienneté. Si dans votre entreprise vous donniez royal 2 jours de CP de fractionnement, c'était 2 jours de fractionnement, c'était tous les congés, quoi. Donc vous aviez une entreprise qui donnait 30 jours ouvrés, on aurait dû donner 30 jours ouvrés aux malades. D'accord ? Que là, la position du Conseil d'État, c'est de revenir strictement au droit européen. Le droit européen dit 4 semaines, donc on dit 4 semaines. D'accord ? Donc on dit 20 jours par année. D'accord ? Et donc par année de travail ou pas de travail, quoi. Par année de présence, si je reprends le cas de Robert, Robert, c'est 3 années de cancer, il a à chaque fois 4 semaines. D'accord ? Le report possible, il est aussi acté à 15 mois, donc vous pouvez faire plus, mais on ne peut pas faire moins que les 15 mois. Et alors là, vous voyez l'amendement donc qui est tombé, je ne sais plus, j'ai tapoté ça vendredi, je crois. J'ai tapoté ça vendredi, ça a dû tomber jeudi. J'étais ravie, j'anime aujourd'hui, voilà. Donc ça ne m'arrange pas, là, l'amendement. Obligation d'information du salarié par l'employeur dans les 10 jours qui suivent la reprise du travail, après un arrêt maladie, sur le nombre de jours acquis et le délai dont le salarié dispose pour les poser. Bon, délai, ça sera facile, c'est 15 mois, à savoir si vous êtes bon père de famille et puis que vous calculez le délai des 15 mois. Mais vous voyez que ça va nous faire une charge de travail en plus, de dire combien tu as le droit de congé, surtout que là, on n'a pas encore fait la régule. Donc ça, c'est une nouvelle obligation d'information qui incombe aux entreprises, mais enfin, vous savez bien qu'après, ça va retomber chez les experts comptables. Et alors, vous voyez, là, sur LinkedIn, tout de suite, il disait « youhou, youhou ». Il disait « youhou, youhou » pour les 4 semaines, mais vous l'avez vu, là, la prescription ? Elle n'est pas jolie, la prescription. Parce que la prescription, alors là, c'est des juristes qui écrivent. Et alors là, les amendements, ça vaut vraiment le coup de les voir, comment c'est l'enfer. Moi, j'avais vu ça, je ne sais plus pour quel texte, j'avais dû voir ça pendant le Covid. En fait, les amendements, ils changent les parties de texte du Code du travail qui ne leur va pas. Donc, autant vous dire que c'est imbuvable. Un amendement, il y a écrit « gna 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 » est remplacé par les... Enfin, c'est illisible. Et donc, là, ces règles d'acquisition et de report, donc ce qui va, là, les 4 semaines, les 15 mois et tout ça, s'applique depuis le 1er décembre 2009. Donc ça, vous voyez que les sages de la doctrine qui nous avaient dit « bon, d'accord, on ne va peut-être pas faire 20 ans, mais rêvez pas, on ne va pas faire 3 ans », 2009. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais du cancer de Robert, c'est-à-dire que c'est même des gens qui ont eu des cancers qui sont revenus dans l'entreprise, mais que là, à l'époque, on n'aura pas fait tourner leur compteur, là, ils peuvent venir pour vous réclamer des congés, quoi. Donc, on n'a pas dit que tout le monde allait le faire, mais ils peuvent le faire. Et alors, par contre, là, ils nous ont fait un truc quand même un peu positif, c'est que pour agir,
il faut qu'ils viennent dans les 2 ans à compter de la publication de la loi. Donc ça veut dire que là, on a une épée de Damoclès, 2 ans, bon, la loi, je ne sais pas, on va dire qu'elle va être publiée d'ici le 30 juin 2024, donc ça veut dire que tout ce bazar-là, on sera tranquille en 2026, quoi. Voilà. Et après, par contre, pour les contrats rompus à l'entrée en vigueur de la loi, donc là, la loi, elle n'est pas encore votée, là, on reviendra à la prescription triennale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura la loi, hop, là, on va être peinard, ça sera la prescription triennale. Et donc, pour l'instant, rêvez pas, moi j'ai été scotché quand j'ai vu ça vendredi, on a bien quand même le retour possible jusqu'en 2009. Alors, le retour possible jusqu'en 2009, donc nous, je vous ai dit, je siège au Club social national, et donc on a des représentants nationaux de Barthélemy, qui nous avaient dit que les avocats des salariés, parce que vous savez bien qu'il y a des avocats spécialisés pour les employeurs et puis des avocats spécialisés pour les salariés, avaient écrit déjà à tous leurs clients salariés en disant « Bonne nouvelle, vous pouvez refaire appel à moi au taux de 220 € de l'heure pour qu'on introduise un complément. » Donc, mais on n'a quand même pas eu une foultitude. Vous voyez, là, moi, je vous ai parlé de mon client, mais il est déjà en conflit pour tout. Bon, donc le maquinement, bon, ça c'est dans la suite logique. Mais je veux dire, là, moi, j'ai fait plein de soldes de tout compte. On n'a pas payé. Vous voyez, on a eu quelques clients dont les salariés nous ont demandé de faire tourner les compteurs. Mais c'est quand même pas comment dire, je voudrais dire un truc de vague. Vous voyez, la vague, on n'est pas submergé par des demandes de régularisation non plus. Parce que ce que j'aime à rappeler, c'est que quand les gens sont en poste, ce n'est pas des sous qu'on donne, c'est des congés. Donc, vous voyez, alors après, vous voyez, si on donne 60 jours de congé, que tu donnes la même charge de travail, ça pourrait être considéré comme mal organisé. Mais je veux dire, je ne pense pas qu'il faille en faire un drame. Et donc, en tout cas, nous, quand c'est sorti, peu de temps après, on avait la journée annuelle du Club social, on a décidé de ne pas tout de suite provisionner les sommes. Donc là, pareil, c'est des bruits de couloir, vous en faites ce que vous en voulez. Apparemment, les CPH pourraient demander les bilans. Et donc, si tu as provisionné les compléments, tu es bon pour payer ce que tu avais provisionné. Donc, vous voyez que ça. Moi, j'avais dit que de toute façon, on n'allait pas provisionner, parce que là, pour provisionner, qui c'est qui aurait dû calculer les provisions? Les gestionnaires de paye, moi, je vous ai dit, je leur ai tout de suite dit, je les ai prévenus, mes copains experts comptables, on n'a pas le temps pour ça. Donc voilà, parce que recalculer les compteurs, etc. Déjà, les soldes de tout compte avec et sans, c'était vite rigolo à faire quand même tout le temps, quoi. Donc voilà. Donc là, ce matin, fort de la décision du Conseil d'État, alors que j'avais fait le calcul avec le rattrapage des 5 semaines de congé, on a limité à 4 semaines. Mais là, c'est un amendement, donc il faut encore que ça passe à l'Assemblée. Je ne sais pas si elle va faire un 49.3, là, comme on avait l'habitude de faire des 49.3, si ça va donner à discussion. Il va falloir encore surveiller derrière ce qui leur tourne, quoi. Voilà. Ça va, vous tenez le coup? De toute façon, ceux qui ne tiennent pas le coup vont penser à la retraite. Mais alors là, il y en a qui sont trop jeunes. Et alors, de temps en temps, j'ai des blagues. Là, moi, j'ai une dame de 52 ans qui était toute contente de m'annoncer qu'elle allait prendre sa retraite, je ne sais pas quoi, en juin. Mais je lui dis, non, mais là, dans tes rêves, là, 52 ans, il y aura encore des réformes. Enfin, 60, là, c'est bon, vous pouvez y croire. 52, il va y avoir des réformes. Alors moi, le sujet de la retraite, c'était mon sujet de mémoire d'expertise comptable, donc je l'ai écrit en 2001, passé en 2002, donc autant vous dire que j'ai bien suivi toutes les réformes successives. C'est la première fois qu'on avait une réforme avec une entrée en vigueur aussi rapide, quoi. Là, ça a quand même été vraiment surprenant, parce que je vous rappelle, discussion des textes premier semestre 2023, et déjà les pauvres malheureux nés en septembre 61, 3 mois à travailler en plus. Donc là, ça n'était jamais arrivé avant. Toutes les autres réformes, grosso modo, ils réformaient, puis ça allait s'appliquer 5 ans après. Donc là, les gens ne se rendaient même plus compte qu'il y avait une réforme. Donc là, ça a changé la donne. Alors, sur la réforme, donc déjà, on a le relèvement de l'âge de départ en retraite. Donc ça, pareil, on était déjà à 62. Il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant qu'on était déjà à 62. Donc là, ceux qui n'avaient pas intégré que c'était 62, 64, ça leur fait mal, quoi. Parce que eux, ils étaient restés encore à 60. Et alors ça, c'est pareil, c'est culturel. C'est comme dans ton entourage, les gens sont partis à 60, c'était pas encore arrivé à tes oreilles que c'était 62, quoi. Et donc, maintenant, c'est 64. Et donc, on décale, et les pauvres malheureux, c'est ceux qui étaient nés à partir de septembre 61. Vous allez voir, après, vous aurez un beau petit tableau. Et, comment dire, donc là, ça concerne et les salariés et les travailleurs indépendants, parce qu'en fait, on parle de régime aligné. Et les régimes alignés,
c'est le régime de base donc, de la sécurité sociale qui concerne à la fois les salariés et à la fois les travailleurs indépendants ou les professions libérales, agricoles, tout ça, c'est tout pareil. Et alors, le décalage de 62 à 64, ça nous a fait peur, parce qu'en fait, il y a un autre âge pivot qui était à l'époque à 65 ans, et qui avait été décalé à 67 ans, c'est l'âge automatique du taux plein. Et donc l'âge automatique du taux plein, il est important pour tous ceux qui n'ont pas des carrières complètes. Donc c'est soit les femmes qui ont arrêté de travailler, soit les gens qui ont voulu partir faire le tour du monde, enfin tous ceux qui n'ont pas, ou ceux qui ont eu trop de pépins dans leur carrière, soit du chômage, soit de la maladie, parce que ça, quand tu fais la retraite, en fait, finalement, on n'a pas le droit d'être beaucoup au chômage ou à la maladie. Je crois que le chômage, c'est 2 ans dans une carrière. Donc vous allez voir, après, il faut travailler 43 ans. Vous voyez, 2 ans de chômage sur 43 ans, ça fait quand même pas beaucoup. Et puis parfois, on cumule et la maladie et le chômage. Donc les gens qui ont été, par exemple, gravement malades puis au chômage, ben, ils n'ont pas les 43 ans. Et donc, s'ils ne veulent pas de décote, il fallait qu'ils attendent 67 ans. Et donc là, je m'étais dit, dur, s'il faut qu'ils attendent 69 ans. Parce qu'en plus, vous savez que le taux d'emploi des seniors en France, il est quand même assez bas. Donc, de quoi tu vis? C'est quand même la problématique. Donc ça, ils ont maintenu l'âge à 67 ans. Et alors là, c'est le tableau qui intéresse toujours les plus âgés. Donc les jeunes, vous ne vous trouvez pas, ce n'est pas la peine de chercher. Alors là, moi j'aime bien, vous savez, les moyens mémotechniques. Donc, les gens nés à partir de 68. Donc, il faut se souvenir dont les parents étaient peut-être sur les barricades. Vous voyez, pour se souvenir. Les parents, parce que donc, ils étaient peut-être dans le ventre de maman qui lançait des pavés. Et bien, eux, c'est les premiers 64 ans. Vous voyez, ça, on mémorise bien. Et puis après, sur le drame d'avoir décalé l'âge à 64 ans. Alors là, c'est pareil, je vous ai dit, je travaille sur le sujet depuis longtemps. En fait, maintenant, il faut avoir 43 annuités. Alors, 43 annuités, ça vous fait 172 trimestres. Et donc, notre génération, donc après 68, beaucoup de gens ont commencé plutôt à travailler à 21 ans. Alors, quand je dis beaucoup de gens ont travaillé jusqu'à 21 ans, c'est par exemple notre licence ProPay, Bac plus 3. Notre génération, beaucoup de gens qui faisaient Bac plus 3. Et après, j'aime à dire, notre génération, beaucoup de gens aussi qui ont fait 3 fois une première année. Ça, on a eu beaucoup de gens qui ont fait ça. Première année de médecine, ils n'ont pas tellement été en cours. Bon, on va en droit, il fait beau. Et puis après, sociologie, vous voyez. Puis ils ont aussi commencé à travailler à 21 ans, vous voyez. Et 21 plus 43, Magic 64. Vous voyez que l'âge de 64 ans, ce n'est pas un drame absolu. Surtout qu'après, ils ont prévu d'autres systèmes pour les carrières longues, avec des nouveaux âges pivots, qui vont être plus favorables que ce qui existait auparavant. Et donc après, vous voyez, en fonction de l'âge du capitaine, donc par exemple, moi, mon associé chez Secal, il était né en 63, et bien lui, il a gagné 9 mois. C'est-à-dire qu'il doit travailler 62 ans et 9 mois, et puis aussi un trimestre de plus par rapport à avant, pour pouvoir demander sa retraite. Donc l'âge là, que vous avez dans le tableau, il est vraiment important, parce que ça veut dire que tu ne peux pas demander ta retraite avant cet âge-là, sauf à rentrer dans des dispositifs dérogatoires. Comme je vous ai évoqué, carrière longue, inaptitude, invalidité, handicap, mais sinon, ça sera vraiment l'âge. Vous voyez que c'est quand même pas neutre, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait gloops. Voilà. Alors donc, ça, donc vous savez que c'est Elisabeth Borne qui a conduit la réforme des retraites, et donc Elisabeth Borne, c'est le bon mot, a créé des nouvelles bornes. Ça, c'est quand même sympa. Et alors ça, pareil, parce que les gens qui manifestaient, en fait, la plupart des gens ne savaient pas calculer la retraite. Donc moi, j'ai reçu beaucoup de gens qui me disaient « j'ai commencé à travailler tôt », et en fait, on ne pouvait pas les faire partir plus tôt parce que c'était très contraignant, les carrières longues. Donc avant, et donc ça, je pense que c'est quand même les manifestations qui nous ont permis de l'avoir, avant, on n'avait que 2 bornes, on avait avant 16 ans et avant 20 ans. Et avant 16 ans, donc nous, par exemple, on en avait chez les comptables, parce que quand tu n'étais pas très bon à l'école, qu'est-ce qu'on me disait? Va en compta, et tu auras du travail. Donc hop, on les mettait BEP. Donc moi, chez Secal, par exemple, j'avais des filles qui avaient commencé à 14 ans. Donc ceux qui ont des enfants, vous visualisez un ado de 14 ans, il était au travail. Ça laisse rêveur, quand même. Ben, eux, ils travaillaient. Bon, donc voilà. Donc eux, par exemple, vous voyez, ils avaient les trimestres avant l'âge de 16 ans, donc ils pouvaient partir, donc à l'époque où c'était 60 ans, ils pouvaient partir par exemple à 56 ans, ceux-là. Mais on les a perdus. Par exemple, ça pouvait être les carreleurs, ou tous les métiers manuels. Mais le problème, c'est qu'après, il fallait que tu aies travaillé en continu. C'est-à-dire qu'il fallait que tu aies commencé à travailler jeune,
et en plus que tu n'aies pas eu de pépins. Donc moi, vous voyez, je trouve toujours un truc sympathique à dire. Donc j'avais eu un monsieur, Patrick, qui était en reconversion professionnelle et qui aurait espéré pouvoir partir comme ça dans le cadre de la carrière longue. Mais malheureusement, Patrick, il était en reconversion professionnelle parce qu'il avait eu un gros pépin de santé, et donc il avait eu du chômage, et donc en fait, il n'avait pas le nombre de trimestres pour pouvoir partir carrière longue. Et ça m'arrivait très souvent quand je faisais des bilans, pour l'histoire des 16 ans, et donc moi j'avais dit, Patrick, moi je suis très heureuse, comme ça je vous ai encore 2 ans de plus avec nous, moi j'étais contente de pouvoir le garder. Et donc après, on avait l'autre critère, c'était avant 20 ans. Donc ça, avant 20 ans, on avait quand même, mais vous voyez, avant 20 ans, c'est bancal. En fait, c'est grosso modo, tu as été jusqu'au bac, puis hop, au bac, tu t'es mis à bosser, et rebelote, il fallait beaucoup de trimestres, et donc ça te permettait d'anticiper de 2 ans. Donc à l'époque, quand c'était 60 ans, il pouvait partir à 58, puis quand on avait mis 62, Royal, il pouvait partir à 60. Autant vous dire que je faisais rêver personne. Et donc, Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé avant 18 ans et avant 21 ans. Et donc ça va quand même être pas mal. Mais alors, par exemple, avant 21 ans, il faut que ça soit des trimestres cotisés. Et donc là, nos chers apprentis, vous savez lire une fiche de paye puisque c'est ce qu'on vous apprend. Vous ne cotisez pas. Donc parce que moi, mon adjointe, elle me disait « youhou », mais « youhou », tu n'as pas cotisé. Donc pour les carrières longues, c'est des trimestres cotisés. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça sera des trimestres validés. Donc pour partir à 64, vous pouvez encore y croire. Moi, à mon avis, ça ne sera pas 64, vous en faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez croire que vous partirez à 64, continuez à y croire, mais je pense que ça sera décalé dans le temps. Mais vous voyez, pas carrière longue. Parce que carrière longue, je vous ai dit, c'est exigeant, c'est des trimestres cotisés. Donc si par exemple, tu avais commencé avant l'âge de 21 ans, mais dans des contrats aidés, tu ne vas pas avoir ces trimestres cotisés, donc ça sera l'âge normal. Et alors après, donc, je vous précise juste ça, puisque comme en plus tous mes enfants sont nés en octobre, en fait, selon ton mois de naissance, il te faut 5 trimestres ou seulement 4 trimestres. Parce qu'en fait, les trimestres validés, c'est avant le 31 décembre de l'année de tes 16 ans, 18 ans, 20 ans. Et quand tu es né au dernier trimestre, vous êtes d'accord que le 31 décembre arrive plus vite. Vous voyez, moi, mes garçons, ils sont nés en octobre. Donc en octobre, le 31 décembre, il arrive plus vite. Donc les gens qui sont nés au dernier trimestre civil, octobre, novembre, décembre, eux, ils ont besoin que 4 trimestres au lieu de 5 avant donc les 16, 18, 20 ou 21 ans. Donc ça, c'est juste la petite ruse pour les gens qui sont nés au dernier trimestre. Et après, ils ont quand même conscience que la réforme, ça peut faire des trucs bizarres. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'avant la réforme, tu aies des droits, et puis qu'après la réforme, tu perds des droits. Et donc là, c'est toute la complication des gens qu'on reçoit qui sont nés avant 70. Donc ça, j'ai voulu vous le laisser, parce que vous voyez, il y a des règles un peu particulières pour lesquelles ils vont pouvoir quand même partir à un autre âge en fonction de leur année de naissance dans le cadre du dispositif carrière longue. C'est-à-dire qu'on ne veut pas pénaliser des gens qui rêvaient de la carrière longue, vous voyez, en se disant c'est bon, moi je vais pouvoir partir, et puis du fait de la réforme, ils ne puissent pas l'avoir. Et donc vous avez vu, ça concerne que les gens nés avant 70, voilà, qui peuvent, entre guillemets, passer entre les mailles du filet. Donc ça, c'est les carrières longues. Je le rencontre quand même, notamment des gens qui ont travaillé effectivement jeunes, qui n'ont jamais eu, enfin qui ont travaillé toute leur vie, c'était quand même possible. Et ça, la question qu'on me pose, c'est quand tu peux prendre ta retraite, tu prends ta retraite. Ça, nous, le choix entre de l'argent maintenant et de l'argent plus tard, c'est toujours de l'argent maintenant. C'est toujours rentable, voilà. Après, quand tu es en carrière longue, pour le cumul emploi-retraite, tu vas être plus limité, mais ça s'étudie, et généralement, c'est plus favorable de demander la retraite. Alors après, là, vous voyez, je vous ai laissé, c'était dans le cadre de la réforme, ils ont un peu amélioré, comment dire, la prise en compte là, des parents au foyer, l'assurance vieillesse aussi des aidants, mais vous voyez que c'est dans la limite de 4 trimestres. Donc ça, c'est pour être plus sympa, pour essayer de faire rentrer plus de gens dans le dispositif. Et là, de nouveau, vous voyez, des règles pour ceux qui étaient au bord de la retraite, où c'est quand même un peu rude de l'avoir, parce que moi, vous voyez, je vous le dis de manière positive, ils doivent travailler 3 mois, 6 mois, 9 mois de plus, bon, pour tous qui m'ont dit que c'était positif. Alors que moi, pareil, en termes de sous, tu gagnes plus en étant actif qu'en étant à la retraite. La pension de retraite, c'est forcément moins que ton salaire. Mais ça ne suffit pas à dire « youhou, je suis content d'aller travailler ». Voilà, alors là, j'ai voulu vous parler des travailleurs handicapés, parce que sur le papier, les travailleurs handicapés, ils peuvent partir à la retraite à 55 ans. En pratique,
c'est très compliqué. Donc là, moi, par exemple, je suis en train d'accompagner un médecin urgentiste qui a eu un accident du travail, qui a un taux d'incapacité de 50%. Donc lui, il avait regardé Internet, c'était bon, il allait pouvoir partir à 55 ans. Puis là, vraiment, le monsieur, il est cassé. Il continue à travailler, mais dans des sacrées conditions. Mais là, en fait, le piège, c'est qu'il faut un certain nombre de trimestres cotisés en tant qu'handicapé. Et alors là, je ne peux plus vous dire le cas pratique du monsieur, hein, mais par exemple, on va dire qu'il a eu son AT, je ne sais pas, en 2016, et donc, en fait, il ne remplit pas les conditions. Et là, c'est aussi quand même un drame, parce que donc, en fonction de son année de naissance, je crois qu'il devrait partir à 62 ans. Et là, bon, quand tu as un monsieur tout cassé qui voulait partir à 55 ans, vous voyez, c'est un peu délicat de lui dire, ah ben non, il n'y a pas de solution, hein, il va pouvoir partir avec 2 ans d'anticipation, hein, mais entre 55 et 62, vous voyez, ça va faire long. Et donc là, je lui ai demandé de poursuivre les démarches avec la MDPH, etc., parce que je lui ai dit que je pense que pour lui, la solution, ça va être l'invalidité. Hein, donc vous voyez que c'est encore un autre système, c'est-à-dire que s'il arrive à se faire reconnaître invalide, il va toucher une pension d'invalidité. Selon le montant de la pension d'invalidité, il n'aura plus besoin de travailler, hein, et donc il pourra attendre patiemment d'avoir 62 ans. Voyez, mais ça, c'est pareil. Dites pas à vos copains, t'es handicapé, c'est bon, hein, ou vous ne coupez pas une jambe, ça ne va pas marcher. En fait, la retraite, hein, je suis très pragmatique, la retraite pour les travailleurs handicapés, c'est bien pour les personnes nées handicapées. Hein, c'est-à-dire que les personnes nées handicapées, ça, elles vont avoir eu suffisamment de handicap. Mais ça, c'est quand même gênant. Donc là, la réforme, elle a un peu facilité la tâche, mais nous, on peut être interrogé justement par des gens qui ont eu un accident du travail, hein, comme mon médecin urgentiste, et là, tu te dis, bon, bah, ça aurait été bien de les accompagner quand même. En plus, là, on est dans AT-MP. Et ça, donc, ils l'ont vu autrement, ils l'ont vu par l'inaptitude. Alors là, donc l'inaptitude, mais vous voyez, c'est triste, c'est à partir de 62. Hein, c'est ce que je lui ai vendu au monsieur. Mais entre 55 et 62, ça fait 7 ans. Hein. Hein, donc, vous voyez, tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas encore travailler 7 ans. Vous voyez, forcément, il a eu du mal à m'entendre. Et donc là, c'est justement pour les gens qui ont une incapacité permanente d'au moins 50%. Et pourquoi on vous dit à partir de 62 ans, c'est que si, en fait, c'est 2 ans avant 64 ans, quoi. Hein, ça t'avance de 2 ans. Voilà, donc ça, c'est pour l'inaptitude. Et donc, j'ai encore une diapo, l'incapacité. Alors, l'incapacité, là, on a prévu 2 choses. On a prévu à 60 ans. Hein, donc, comme les règles, avant qu'on passe de 62 à 64 ans, hein, ils avaient 60 ans. Et vous voyez que ça va être possible que s'ils ont une incapacité permanente d'au moins 20%, et dans le cadre d'une maladie professionnelle ou AT. Tiens, mes amis experts comptables, ne voyez-vous pas poindre des reconversions, là, des requalifications de nos arrêts maladie simples en maladie pro? On n'arrête pas de s'en manger, là. Depuis novembre, décembre, moi, j'arrête pas de jouer à ça. Donc, on ne pense pas que Silae est magique, il nous fait tout bien. Hein, ce qu'il fait plutôt bien, mais pas tout bien. Hein, donc, si vous laissez tourner Silae, vous allez trop reverser aux salariés. Et c'est lié à ça, en fait. Hein. Les salariés cherchent à se faire reconnaître maladie pro, parce que les syndicats salariés, je pense, ont bien fait le job, en disant, si tu es maladie pro, tu pourras partir à 60 ans au lieu de 62 ou 64. Et donc là, ça nous génère beaucoup de travail, hein, de reconversion. Si vous avez déjà joué ou si vous n'avez pas encore joué, soyez vigilants. Moi, j'ai donné la consigne d'arrêter la subro, parce qu'en fin de compte, souvent, on se disait, ah, bon, on arrête la subro, les patrons, ils trouvent ça mieux parce qu'ils en ont marre de faire le caissier. Sauf que quand vous avez arrêté la subro, donc c'est le salarié qui a reçu les IJ, il fait son dossier, la CPM lui reverse directement les IJ complémentaires, puisque les IJ de Sécu sont plus favorables maladie pro-AT que maladie simple. Donc là, moi, j'ai une salariée qui a reçu 10 000 € magiques. Hein, donc elle doit être contente. Elle se dit, oh, ben, c'est vachement rentable d'avoir fait la reconversion maladie pro. Sauf que nous, on avait de la prévoyance. Et la prévoyance magique, c'est au courant. C'est au courant. Donc ils nous disent, ben, comme vous avez eu reconversion, les 10 000 € que vous avez reçus, ils sont pour nous, en fait. Et alors, ce qui est formidable en France, c'est que les 10 000 € de la prévoyance, on les demande à l'employeur. Hein, mais nous, on les a déjà reversés à la salariée. Donc là, j'ai un petit courrier qui est prêt. La dame, je ne sais pas bien si elle a bien compris, elle nous doit 12 000 €. Hein, vous voyez, 12 000 €. Alors là, vous êtes comptable, gestionnaire de paye, vous êtes dans les finances. Donc vous auriez peut-être gardé les 10 000 €. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Parce que moi, je vous ai dit, spécialisé dans les stations-service. Et donc, de temps en temps, on versait le salaire de l'un à l'autre. Hein, donc là, pareil, si ça t'arrive, toi, tu le vois que tu as eu... Oh, tiens, c'est bizarre.
j'ai eu 2 virements de salaire, toi, donc tu le gardes. Mais quand tu as des saisies, hein, dès que tu as de l'argent, les créanciers, ils te le prennent. Vous voyez, pour peu que la dame, elle s'était acheté le home, cinéma, hein, tout machin, voilà, puis qu'elle est surendettée, ça se trouve, les 10 000, elle les a même pas tellement bien vus, vous voyez. Hein, donc ça peut aussi arriver. Et donc là, moi, j'ai donné la consigne de dire, on arrête d'arrêter la subro, parce que si j'avais maintenu la subro, eh ben, c'est moi qui aurais reçu les 10 000. Donc là, c'était plus facile de rendre derrière les 10 000, c'était moi qui les avais. J'aurais dû faire tout le micmac sur les fiches de paye, donc je me marre, mais au moins, j'aurais eu des sous. Parce que là, pour récupérer 12 000, j'ai tout de suite été regarder la fiche de paye, étonnamment, plus tellement de congés. Hein, et je vous rappelle que l'indemnité de licenciement, ce n'est pas une somme saisissable. Hein. Donc là, les 12 000 euros, voilà. Hein, alors, ce n'est pas une somme saisissable, de temps en temps. Moi, je connais les règles, mais je les oublie. Hein, et voilà. Hein, parce que là, toujours sur le dossier, j'ai dit non, mais si on ne lui pique pas là, vous n'en verrez jamais la couleur. C'était 2 000. Hein, vous voyez, il nous devait 2 000 euros, l'autre cas que j'ai eu. Hein, je me suis dit, si je ne lui pique pas là, hein, parce qu'après, c'est sympa. Hein, dans la théorie, le juge te dirait, vous devez faire un courrier hein, pour lui dire que vous lui devez ça. Comme il ne répond pas après, tu fais un huissier, blablabla. Bon, voilà. Puis souvent, à la fin de l'histoire, tu ne reçois jamais les 2 000 euros. Donc, il faut aussi qu'on soit pragmatique. Donc, mais vraiment, cette reconversion maladie non pro, maladie pro, c'est lié à cette réforme des retraites. Et donc, du coup, là, parce que moi, je me suis marrée avec plein de dossiers là, depuis décembre, janvier, février, à faire ces trucs-là. Donc, maintenant, même quand je reçois des IJ de prévoyance, ben, avant de les reverser, je dis à la cliente, vous n'êtes pas au courant d'un petit dossier de reconversion, hein, maladie, hein, ça, prenez une longueur d'avance, quoi. Hein, parce que parfois, les clients, enfin le salarié, il a peut-être dû avoir besoin d'un papier hein, pour faire la reconnaissance maladie pro, ou il y a un certificat de travail avec le poste, que la RH, elle peut savoir, tiens, pourquoi tu fais ça? Ben parce que je fais un dossier de maladie pro. Et alors là, moi, mon conseil, ne reversez pas les IJ hein, de prévoyance. Hein, parce que là, tu vas les reverser pour après les reprendre. Hein, c'est quand même beaucoup de tralala. Hein. Et donc après, 62 ans au lieu de 64, quoi, hein, pour les incapacités permanentes comprises entre 10 et 20%. Bon, alors ça, moi, je ne suis pas médecin, mais je me dis qu'une capacité permanente de 10, ça doit être faisable pour beaucoup, ça. Hein. Donc bon, ça, vous voyez, ils ont assoupli le régime pour justement essayer de maintenir. Et donc c'est pour ça, quand on parlait des carleurs, etc., hein, vous voyez, les métiers pénibles, ils ont ces possibilités-là pour partir avant, quoi. Hein. Et c'était moins souple avant. Hein, là, ils ont assoupli. Alors, mesures en faveur des parents. Alors, mesures en faveur des parents, autant on sait que c'est vachement rentable de faire des mômes pour les impôts, on le savait un peu moins pour la retraite. Hein. Donc là, en plus, on baisse la natalité. Donc là, allez-y, faites des mômes. Hein, moi, j'en ai 3. C'est quand même du bonheur. Donc, très, très fatigant quand c'est petit. Donc, si vous êtes avec des petits, à un moment, ça grandit. Hein. Et la phrase petit souci, grand souci, bon, ça, c'est les gens qui ont la mémoire courte. Hein, parce que quand tu as des grands, quand même, tu peux aller au ciné tranquille, toi, ils se gèrent. Hein, que là, vous, petit souci, ouais, mais toi, tu ne peux pas aller au ciné. Hein, donc, bon. Hein, donc ça, soyez confiants. Voilà. Et beaucoup de fermeté. La fermeté paye. Hein, ça, hein, donc, soyez fermes. Hein, quand ils auront 15-20 ans, hein, vous direz, j'ai bien fait d'être ferme. Hein, j'ai bien fait d'être ferme. Bon, donc, les impôts, ça te permet d'économiser des impôts, les enfants. Hein, ça coûte, hein, mais sur l'impôt, ça te fait un peu moins cher. Et alors, comment dire, pour la retraite, 3 enfants, ah, il faut cotiser, hein, c'est pas un enfant qui marche. 3 enfants, il y avait une majoration de 10% sur ta retraite. Bon, alors si tu as une petite retraite, ça fait 10% de pas grand-chose. Si tu as une grosse retraite, ça te fait plus de sous. Et puis, comment dire, il y avait une règle. Donc là, je vous ai zappé quelques diapos parce qu'ils ont joué un peu. Mais grosso modo, pour les femmes, parce que pour les hommes, si vous voulez, je vous ferai l'aparté, mais pour les femmes, à chaque fois qu'on a eu des enfants, je cligne 8 trimestres de retraite. Donc moi, 3 enfants, 24 trimestres de retraite, hop, qui viennent dans ma cagnotte. D'accord ? Alors ça, par exemple, les 24 trimestres te permettent de partir avant l'âge. Vous voyez ? Mais même si j'ai travaillé, vous voyez, quand on va me faire mon total de mes trimestres de retraite, je cligne, on m'ajoutera 24 trimestres. Et en fait, là, ils se sont rendus compte que les dames qui avaient eu des enfants, du fait du décalage de 62 à 64, ben, on leur prenait cet avantage de leur avoir offert des trimestres de retraite. Et donc, ils se sont dit, ça, c'est pas cool. Et donc, ils ont fait une petite mesurette pour corriger ça. C'est que vous voyez qu'il y aura une surcote parentale de 1,25 par trimestre, donc ça fait 5%, pour l'assuré né à partir de 64, dont la carrière est complète à 63 ans et qui a eu au moins un trimestre
hein, pour une majoration d'enfants. C'est-à-dire que eux, hein, et, de ce que j'ai compris, elles pourront peut-être partir à 63 ans, ou en tout cas, ils auront une majoration de 5% de leur retraite, pour pas que les trimestres qu'on leur a donnés servent à rien, quoi. Voilà, bon, donc petite mesurette. Et après, la surcote de 10% qui est pour les 3 enfants et plus, hein, elle est étendue aux commerçants, artisans et professions libérales et à nos amis avocats. Là. Hein, ça, c'est pour les 3 enfants et plus. Et ça, les 3 enfants et plus, ça concerne le père et la mère. Et alors, vous voyez que c'est intéressant quand je fais des bilans en retraite, là, parce que bon, il y a des règles, je les ai apprises, mais bon, quand on n'a pas la pratique, tu ne vois pas pourquoi. Pour les trimestres de retraite, on nous disait toujours, il faut avoir élevé les enfants 8 ans. Moi, je me disais, bon, sauf à avoir des enfants décédés prématurément. Mais vous voyez, je ne comprenais pas bien cette notion de 8 ans avant l'âge de 16 ans. Bon, j'avais appris ma leçon, mais voilà. Mais là, j'ai fait un dossier, je ne sais plus si ce n'est pas le médecin urgentiste d'ailleurs, qui en fait s'est marié avec une dame qui avait 3 enfants. Donc ça peut être aussi un moyen. Hein, vous ne voulez plus avoir 3 enfants, visez, hein, voilà, hop, vous faites votre petit casting. Hein, je recherche 3 enfants. Voilà, hein. Et donc ça peut être favorable. Et là, du coup, quand je lui ai fait son dossier retraite, eh ben, j'ai compris l'histoire des 8 ans. Parce que vous voyez, donc là, lui, manque de peau, il n'a pas été assez longtemps avec cette dame-là. Je n'avais pas les 8 ans sur les 3 enfants. Hein, mais ça pourrait arriver quand même dans les familles recomposées. Hein, vous voyez, le fait d'avoir été avec ces enfants-là. Voilà. Alors maintenant, les cumuls emploi-retraite. Donc là, ils nous ont fait une nouveauté. Donc sur le cumul emploi-retraite plafonné, vous voyez ici, on dit aucun changement. Alors quand est-ce qu'on parle de cumul emploi-retraite plafonné? C'est quand vous êtes parti avant l'âge légal. Et donc la rebelote, c'est le tableau que je vous avais mis avec les années. Hein, on a dit que né en 68, c'est 64 ans. Donc tous ceux qui n'ont pas respecté l'âge légal, ben là, on va leur dire, ah ben non, on a été sympa avec toi, hein, tu es soit parti carrière longue, soit inaptitude, invalidité. Hein. Si tu reprends un travail alors que tu es en retraite, c'est pas que c'est interdit, mais ça va être plafonné. Et ça, plafonné, vous devez le savoir, moi je trouve que c'est pour le drame absolu, hein, c'est 1,6 fois le SMIC, hein, donc ça veut dire quelqu'un qui est au SMIC plus sa retraite, ben, grosso modo, il peut travailler pareil, et sinon c'est fait référence à tes anciens salaires, il ne faut pas que ton nouveau salaire plus ta retraite, ça soit plus qu'avant. Bon, moi, c'est pour ça que je vous dis c'est plafonné, c'est pas le drame absolu, parce que généralement quand même les gens quand ils sont cumul emploi-retraite, c'est pas pour travailler plus en retraite que ce qu'ils travaillaient avant, hein, donc ça fonctionne bien. Et puis, donc là, ils nous ont fait un nouveau système que moi, je ne trouve pas qui est absolument formidable, hein, mais bon, ça va être la possibilité de liquider une seconde pension de retraite. Parce que là, donc, c'était Fillon qui avait mis ce cumul emploi-retraite en 2003. Hein, je vous rappelle que j'ai passé mon diplôme en 2002 et je me suis pris une tôle, hein, parce que j'étais, ça, il ne faut peut-être pas que je le dise devant des professeurs, mais c'est surtout le professeur agrégé qui a beaucoup parlé pendant mon oral. Et donc, les professeurs agrégés travaillent 12 heures, hein, dans la vie active, à peu près. Hein, ils lisent beaucoup, ils écrivent des articles, hein, mais devant les étudiants, 12 heures. Donc là, je voyais bien que l'agrégé, se dire qu'il allait travailler à la retraite, ça le dépassait complètement. Et puis, vous voyez, c'était 2001-2002, donc pas encore Fillon. Donc là, il pensait que c'était complètement farfelu ce que je faisais. Hein. Et donc, la Fillon, il nous avait donc autorisé de travailler, mais toutes les cotisations qu'on payait, on disait qu'elles n'étaient pas productives de droit. Hein, tu payais pour le pot commun. Donc c'était très malin de la part de Fillon. Il avait dit, tous ceux qui veulent bosser, bossent, ils payent des cotisations. Leurs cotisations leur produisent plus de droit à eux, mais par contre, c'est dans le pot commun. Hein, donc ça, c'était astucieux. Et ça, donc, ça en chatouillait certains. Se dire, ah bah ouais, mais on paye, et puis nous, ça ne nous rapporte rien. Et donc là, ils nous ont fait, bon, moi, vous voyez bien comment je franche toujours, une mesurette. Hein, une mesurette. Où là, donc, si tu reprends donc en cumul emploi-retraite intégrale, hein, donc par exemple 62 ans et 9 mois là, pour ceux qui sont nés en 63, ils reprennent, hein, ils ont l'âge légal, ils reprennent, ils vont donc cotiser et donc ils vont avoir le droit à une seconde pension de retraite. Mais alors cette seconde pension de retraite, alors vous voyez, j'avais mal lu la diapo, donc je vais bien vous la relire là. En fait, pour l'acquisition des nouveaux droits, ça ne t'oblige pas à attendre 6 mois, mais ça veut dire que les 6 premiers mois que tu travailles, c'est non contributif de droit. Hein, donc quand même, pour te refaire une pension de retraite, il faudra que tu travailles plus que 6 mois. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne t'interdit pas de retravailler tout de suite le lendemain. Hein, donc là, j'accompagne une dame, elle prend sa retraite là, finalement le 31 mars, elle a l'âge,
hein, donc en fonction de je crois qu'il fallait qu'elle ait 62 ans et 6 mois, et donc ça y est, Schling, elle a les 62 ans et 6 mois, et donc on lui fait son solde de tout compte au 31 mars, et on lui fait un nouveau contrat au 1er avril, et donc elle va cotiser normalement, les 6 premiers mois, elle cotisera pour la gloire, d'accord? Et après ces 6 mois-là, elle aura des droits, enfin une seconde pension de retraite, mais alors là, donc on parle du régime de base, et donc là on nous dit que la nouvelle pension, elle sera plafonnée à 5% du PAS, c'est-à-dire, et annuel, les étudiants ne rêvent pas, hein, c'est annuel le montant, hein, 2199 annuel, et donc ça, ce qu'on n'a pas encore fait comme calcul, c'est de savoir sur combien il faut cotiser pour avoir le droit à un complément annuel de 2200 €. Vous voyez, moi, je me dis, les gens qui vont vouloir l'avoir, ils vont l'avoir. Bon, ça viendra en plus, mais ce n'est pas le rêve absolu que d'avoir 2200 en plus. Et après, on attendait d'avoir la position de la GIRC-ARCO, donc le régime complémentaire. Et ça, donc, c'est tombé assez récemment. Pareil, donc là, quand tu cotiseras à la GIRC-ARCO, tu auras de nouveau des points. Et donc, tu auras aussi le droit à un chouï de retraite supplémentaire. Et eux, voilà, c'est que sur la tranche 1. Hein. Donc là, par exemple, vous voyez, ça t'influence pour te dire, bon, bah, le retraité qui aura des droits, hein, autant qu'il soit payé en dessous du plafond, 3864, hein, parce qu'au-delà, il n'aura pas de nouveau des droits. Mais après ça, hein, le retraité, s'il veut avoir 5000, c'est mieux d'avoir 5000 hein, que 3864, vous voyez, en cumul emploi-retraite. Parce que nous, on fait des fiches de paye rigolotes avec des gens qui ont des chouettes jobs. Hein. Moi, j'en ai un, il est chargé de l'entente des sociétés qui travaillent sur les autoroutes, très, très âgé, le monsieur, et il est payé 5000 € par mois. Et en plus, j'ai dit à mes collaboratrices, à temps partiel, hein, bien sûr, et en plus, je leur ai dit, vous savez quoi? Je pense que son job, c'est de faire des restos. Avec les 5000 €. C'est que là, quand tu donnes ce dossier-là à la gestionnaire de paye, elle se dit, il y en a qui sont quand même des chouettes planques. Hein, voilà. Et après, on a donc la nouvelle modalité de la retraite progressive. Comment dire, ça pareil, ils veulent tous faire de la retraite progressive. Donc là, moi, dans ma carrière, 2 cas hein, de retraite progressive. Pareil, en fait, les gens ne remplissent pas les conditions. Parce que donc, pour être en retraite progressive, vous voyez, c'est toujours l'âge légal moins 2 ans. Hein, donc si tu es à 64, ça veut dire que tu peux le faire à partir de 62 ans. Mais il te faut au moins 150 trimestres validés. Et en fait, c'est souvent ça qui me manque. Hein, c'est-à-dire que les gens voudraient bien partir 2 ans avant. Hein, ça, enfin, lever le pied 2 ans avant, ça, j'ai plein de volontaires. Hein, ça, j'en trouve. Mais 150 trimestres validés 2 ans avant, c'est ça que ça ne va pas. Hein, ils n'ont pas assez de trimestres, quoi. Hein, là, le dernier cas que j'avais, ils avaient que 110, donc ils ne rentraient pas dans le système. Par contre, ceux qui rentrent dans le système, donc ça existe hein, depuis 2001, j'en parlais déjà, en fait, tu dois réduire ton temps de travail, et après, je ne sais pas si c'est sur cette diapo ou la suivante, et si tu es mandataire, tu dois réduire tes revenus. Hein, mais c'est le même principe. Et donc, la réduction, elle doit être comprise, tu dois réduire au moins de 20%. Hein, donc, par exemple, sur la semaine, hop, tu ne travailles plus le vendredi, hein, et puis, par exemple, tu ne travailles plus le vendredi et le lundi l'année d'après, ça, vous voyez que c'est tip-top. Hein, donc, la retraite progressive, c'est vraiment un chouette système, mais moi, je suis pragmatique, 2 cas dans toute ma carrière. Hein, alors, pareil, hein, je peux vous faire lever les mains, qu'il y a peut-être le champion de la retraite progressive, vous en avez 50, mais bon, voilà. Hein, il n'y a pas eu l'air d'avoir beaucoup de mains qui se lèvent. Et donc là, c'est aussi ouvert aux professions libérales. Et puis alors, vous voyez, ça, c'est toujours complique-toi la vie. Vous voyez, là, ils vous mettent 20 et 60. Hein, mais 20 et 60, vous êtes d'accord, c'est 40 et 80 quand même. Hein. C'est les chiffres, mais dit différemment. Vous voyez, mais ça, là, tu perds un Français sur 2. Hein. Hein. Tu dis, dans un cas, c'est 20-80, l'autre 40 et 60. Mais retenez, hein, la première année, il ne travaille plus le vendredi. Deuxième année, il ne travaille plus les vendredis et lundis, c'est super. Nous, notre patron, c'est ce qu'il a fait. Non, mais moi, c'est ce que je mettais en avant, donc c'est ça que l'agrégé ne comprenait pas. C'était mon accompagnement dès 2001. C'est que ça te mettait dans le rythme de la retraite. Parce qu'après, les gens qui ont travaillé toute leur vie à fond, quand même, il y a parfois une angoisse de se dire « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Donc là, si déjà tu t'habitues à ne plus travailler le vendredi, après tu t'habitues, vous voyez, ça vous habitue à des longs week-ends. Voilà. Et donc, élargissement profession libérale, voilà. Et donc là, on vous explique comment on le calcule. Donc là, sur des dirigeants, hein, on va peut-être avoir plus de gens concernés. Hein, le fait qu'ils ouvrent aux dirigeants, hein, aux travailleurs indépendants, on aura peut-être plus de cas. Voilà.
Et ça, fermeture des régimes spéciaux de retraite, donc je voulais juste vous le mettre, ça s'appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire que tous les gens embauchés, là, donc vous avez vu, ça ne concerne pas tout le monde quand même, hein, RATP, électricité, alors là, on ne sait pas pourquoi, les notaires, hein, voilà, et la Banque de France. Donc toutes les personnes qui ont été embauchées dans ces secteurs-là, à partir du 1er septembre 2023, ils sont dans le régime de retraite complémentaire classique, hein, donc la GIR-CARCO, et ils ne sont plus dans les régimes particuliers. Voilà. Non, mais la SNCF, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ne sont pas concernés. Non, c'est pour ça, là, vous voyez, les profs, ils n'y sont pas. Hein, c'est fermeture des régimes spéciaux de retraite, mais pas des 11 régimes spéciaux de retraite. Vous voyez, c'est que cela. Hein, pour ça que ça a tous ensemble, mais voilà. Hein, il y en a qui ont manifesté, mais non. Mais par contre, les fonctionnaires, ils sont passés de 62 à 64. Hein, ça, ils ont quand même été concernés. Et voilà, et après, donc ça, c'est la bonne nouvelle, alors je vous ai fait sobre, c'était quelque chose qui n'était pas très connu, c'est qu'en fait, en 2019, et puis donc en 2019, comme après en 2020, on a eu le Covid, il y a tout un pan de la législation quand même qu'on a moins pris, mais donc en 2019, mais vous voyez, la réforme, elle datait peut-être de 5 ans avant, quand tu prenais ta retraite à 62 ans, à la retraite complémentaire, tu avais un malus. On ne disait pas que c'était interdit de partir à 62 ans, mais on disait que si tu partais à 62 ans, tu avais moins 10% sur ta retraite pendant 3 ans. Donc on appelait ça un malus. Et donc pour t'inciter à partir plus tard, donc par exemple à 63 ans, eh ben si tu avais le droit de prendre ta retraite à 62, tu la prenais à 63, ben là tu n'avais pas de malus. Et alors là tu avais un bonus qui ne faisait pas du tout rêver, hein, mais c'était le système qui était prévu comme ça, si tu restais à 64, donc quelqu'un qui pouvait partir en retraite à 62. Donc là il faut que ce soit des gens qui aiment leur job. Hein, et puis qui n'ont pas forcément rencontré leur expert comptable pour dire, mais tu vois, si tu as des sous tout de suite maintenant, toi, c'est mieux que 5% de plus. Hein, parce que donc, si tu avais tenu le coup jusqu'à 64, la Royale, la GIR-CARCO majorait ta retraite de 5% pendant 1 an. Vous avez entendu, hein, malus pendant 3 ans, 10%, 0 hein, quand tu décalais d'1 an, et puis Royale 5% de plus hein, si tu décalais jusqu'à 60, donc je vous disais 62, 63, 64 ans. Et donc bah là, pareil, on s'est dit, oh là là, si on décale de 62 à 64, peut-être qu'ils vont nous décaler le jeu d'1 an. Hein, donc on s'était dit, à GIR-CARCO, ils vont peut-être te dire, non, non, nous on ne touche pas à l'âge légal de la retraite, c'est 64, mais vous allez faire le jeu jusqu'à 65. Et la bonne nouvelle, hein, donc les partenaires se sont réunis, et ils ont dit, non, on n'a pas besoin de ça, puisque du fait que vous décaliez de 62 à 64, ça va sauver notre régime. Ça, c'est quand même beau. Et donc, ils ont même fait sauter le principe du malus qui s'appliquait déjà. Hein, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Ah non, j'ai encore d'autres choses à raconter. Hein, d'accord. Alors ça, c'est les effets ricochets de la réforme des retraites. Alors ça, quand même, les journalistes sont formidables. J'avais lu un titre dans Le Figaro, hein, pour que Macron n'est pas de droite, mais enfin là, le titre du Figaro était quand même très favorable à Macron, parce qu'il s'était écrit, comment dire, c'était pas écrit Macron, mais enfin, fin à une injustice. Bon, donc ça, vous voyez, ça, c'est un peu bizarre. Donc je vous rappelle qu'à la faveur de la réforme des retraites au 1er septembre, sur les ruptures conventionnelles, on a pu le forfait social à 20%, mais qu'il est passé, ils appellent ça, je crois, une contribution patronale de 30%. Donc là, ils se sont quand même pris 10% au passage. Hein. Avec la réforme des retraites, hop, tout le monde a subi 10%. Et des ruptures conventionnelles, on ne compte même plus combien on en fait. Enfin, des ruptures conventionnelles, c'est tout le temps. Et donc là, quelle est cette injustice qui a enfin pris fin? C'est que sur la mise à la retraite, donc là, pareil, de ma carrière, 3 mises à la retraite. Oui, les ruptures conventionnelles, je ne compte plus. Des mises à la retraite, 3 en 25 ans. Là, c'était le drame. Sur les mises à la retraite, tu avais une contribution patronale de 50%. Et là, grâce à la réforme des retraites, formidable, elle disparaît au profit de la contribution de 30%. Vous voyez, je vous ai dit, on ne calcule pas le nombre de ruptures conventionnelles sur lesquelles on est passé de 20 à 30, hein, mais par contre, sur la mise à la retraite, formidable, on ne va plus avoir une contribution de 50, on va avoir uniquement la contribution de 30%. Mais donc ça, c'est quand même des choses assez rares. Donc là, je vous ai laissé les 3 diapos, hein, mais il n'y a pas d'inquiétude, vous n'avez rien à apprendre, c'est juste d'être quand même attentif. Selon l'âge du capitaine, il y a une petite ruse. Alors là, on fait une rupture conventionnelle avec quelqu'un qui ne peut pas
prendre sa retraite, c'est-à-dire que vous faites une rupture conventionnelle, l'URSSAF, il commence à vous demander des papiers autour de 55-56. Donc on dit, avant 50 ans, vous faites une rupture conventionnelle, là vous le pratiquez depuis le 1er septembre, il n'y a rien qu'à changer, sauf plus 10%. D'accord ? Là, la diapo, c'est juste ça, c'est que c'est tout comme avant, sauf que c'est plus le forfait social, c'est une contribution de 30%. Par contre, ici, là, le salarié est en droit de liquider une pension de retraite, et donc, vous lui faites une rupture conventionnelle. Donc là, rebelote, l'article du Figaro disait « Ah, bah avant, on ne pouvait pas faire de rupture conventionnelle pour des salariés qui étaient en âge de prendre la retraite, parce que, vous deviez vous souvenir, c'était tout soumis à cotisation. » D'accord ? Donc là, d'accord, on répare une injustice, que les salariés qui étaient en droit de prendre leur retraite vont pouvoir demander une rupture conventionnelle, quoi. Enfin, ils pouvaient déjà en demander une, mais comme on soumettait toute l'indemnité, ben, le salarié, par exemple, il était perdant puisqu'il se payait des cotisations salariales. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il fait sa rupture conventionnelle. Là, avant, tout était assujetti, et là, c'est les mêmes règles que dans le temps. Et puis, on a une contribution de 30% comme toutes les ruptures conventionnelles. Et donc, vous, le seul piège, ça va être sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que quand vous allez me faire une rupture conventionnelle pour quelqu'un qui peut prétendre à partir en retraite, il faut bien penser à dire que votre indemnité de rupture conventionnelle sera imposable. D'accord ? Et donc là, j'ai un client qui a signé. Et bien sûr, ils n'en ont pas parlé. Moi, ma collaboratrice m'a dit hop, 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 j'ai vérifié ce truc-là. Donc, d'y penser, quoi. Donc, à partir de 55, 56, il faut essayer de savoir si la personne ne peut pas bénéficier de sa pension de retraite, parce que vous, elle sera imposable. D'accord ? Et ça, l'URSSAF, ils ont déjà le moyen de contrôler aussi les bases imposables. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et donc là, voilà la fameuse diapo de la mise à la retraite, où, formidable, maintenant vous n'aurez plus la contribution patronale de 50%, mais la fameuse contribution de 30%. Alors la mise à la retraite, c'est tout un régime complexe, parce qu'en fin de compte, on peut mettre à la retraite que donc des gens qui ne sont jamais partis en retraite, une part en retraite qu'une fois, et donc on peut le faire qu'à l'âge de 70 ans. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, moi j'ai eu 3 cas dans ma carrière, parce que c'est quand même pas fréquent d'avoir des gens qui ne sont jamais partis en retraite et qui travaillent encore à 70 ans. Donc la procédure est très stricte. C'est que 3 mois avant l'âge de leurs 67 ans, tu leur écris « Martine, dans 3 mois, tu as 67 ans, est-ce que tu penses faire valoir tes droits à retraite ?» Voilà. Et là, Martine, elle peut ne pas répondre. Son silence, ça veut dire que non, elle est très contente d'être chez vous, et donc elle reste. Et donc, ce qui est bien, c'est que tu t'embêtes la première année, mais donc l'année d'après, 3 mois avant les 68 ans de Martine, tu changes juste les dates, Martine, 68 ans, tu penses partir en retraite? Toujours pas. Et à 70, donc là, si Martine ne répond pas, donc 3 mois avant, est-ce que tu veux partir départ volontaire en retraite? Non. Et donc là, on va pouvoir la mettre à la retraite. D'accord? Donc vous voyez que ce n'est pas des questions qu'on rencontre tous les 4 matins. Et donc cette indemnité de mise à la retraite, généralement, c'est l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il faut regarder dans vos conventions collectives. Et donc c'était exonéré. Et on avait une contribution patronale de 50%. Donc là, on n'aura plus qu'une contribution de 30% grâce à la réforme des retraites. Bon, ça vous avez bien compris que comme ils nous ont fait passer le forfait social de 20 à 30, on sait bien que ça leur sera plus favorable. Voilà. Ah oui, et ça, je voulais encore vous parler, parce qu'après, j'ai un autre thème, je crois, quand même. Mais c'est mieux que je vous fasse les choses lentement plutôt que trop vite. Et, voilà. Et donc là, l'autre chose qui est importante, c'est qu'avec la réforme des retraites, ils ont abaissé les seuils de pénibilité. Et alors ça, c'est formidable. En France, personne ne travaille de nuit. Nous, on doit avoir 2000 clients en paye. Et donc, comme toujours, j'ai eu la chance de cocher le seul salarié qui, donc je ne sais plus, on fait 15 000 fiches de paye. Nous, on n'aurait qu'un seul salarié qui travaille de nuit. Vous voyez, c'est quand même surprenant. Mais donc, moi, là, j'ai beaucoup insisté sur le fait que donc, le travail de nuit, c'est le fait de travailler, là, pour la pénibilité, c'est entre minuit et 5 heures du matin. Donc, c'est pas tout le monde. Mais donc, si sur une année, tu as 100 nuits, au moins 1 heure, de minuit à 5 heures du matin, tu dois cocher le travail de nuit, et donc ça leur permet d'avoir des points sur leur compte de professionnel de prévention, la C2P. Quand en équipe successive, c'est-à-dire que quand tu fais des 3x8 ou des 4x8, quand tu as du travail de nuit,
comme c'est plus fatigant, c'est que 30 nuits. Donc vous voyez que les gens qui me disent qu'ils sont en équipe successive et qui, comment dire, n'atteignent pas 30 nuits par an, vous voyez, je ne sais pas comment ils décomptent, mais enfin 30 nuits, c'est vite atteint, quoi. Et donc là, par exemple, je parlais de nos copains restaurateurs, donc tout le monde sait qu'en Alsace, quand tu arrives à 21h30 dans un restaurant, tu n'es pas très bien accueilli. Hein, c'est-à-dire que souvent, tu es accueilli, ah, enfin là, le cuisinier, il est en train de... Vous voulez manger, mais pas chaud quand même. Hein, enfin, vous voyez, hein, on voit l'accueil. Bon. Donc, moi, j'ai toujours dit, d'accord, peut-être qu'on n'a pas 1 heure après minuit. Hein, d'accord. Mais on connaît tous des restaurants, alors bon, ils sont peut-être pour clients chez nous, hein, mais on sait qu'on peut aller manger tard. Hein. Bon, alors là, vous voyez, enfin, moi, par exemple, je suis mariée à la maison Kamerzel. La maison Kamerzel, ils font des mariages, ils ne nous font pas sortir à minuit et demi en disant allons-y parce qu'on ne veut pas cocher hein, le travail de nuit sur la DSN. Donc vous voyez, il y a quand même des cas. Vous avez un hôtel. Bon, souvent, dans les hôtels, il y a un veilleur de nuit. Hein, donc le veilleur de nuit ne travaillerait pas de nuit. Bon. Hein, donc vous en faites ce que vous voulez, mais donc ça c'est important parce qu'on peut régulariser que 3 ans. Et donc mon dossier fétiche, là, eux, ils voulaient être geste pénible. Là. Mais ça, geste pénible, c'est compliqué pour être geste répétitif. Hein, il faut faire 800 heures de gestes répétitifs, donc vraiment, on ne tombe pas là-dessus. Moi, la pénibilité, c'est vraiment le travail de nuit, c'est important de le voir. Et donc, donc là, c'est pareil, ça leur permet de passer à temps partiel, de partir plutôt en retraite. Hein, donc, on a aussi beaucoup de salariés qui nous interrogent là-dessus. Hein, donc, d'où la petite diapo. Voilà. Alors, loi sur le partage de la valeur. Ça, c'est le dernier thème, je crois, quand même. Parce qu'après, le point divers, c'est court. Non, mais je crois que c'était le dernier thème. On avait 4 thèmes. Vous êtes d'accord que c'est le dernier thème? Vous tenez le coup? Vous vous souvenez des boissons? Et à manger. Alors, prime de partage de la valeur. Donc ça, c'est sorti. La loi est sortie fin d'année dernière. Et donc, le député qui portait le sujet, il voulait absolument que ça sorte fin de l'année dernière pour qu'on puisse verser 2 PPV en 2023. En fait, l'avantage des nouveaux dispositifs, c'est qu'on pourra avoir 2 primes de partage de la valeur par année. Mais par contre, donc, il faut faire attention, hein, on a des clients qui se sont fait piéger, c'est pour ça qu'on vous a fait cette diapo-là, c'est que c'est des trimestres civils. Et donc, un trimestre civil, c'est dommage, mais octobre-décembre, ça ne marche pas. Vous voyez, hein, parce que c'est dans le même trimestre civil. Donc ça, par exemple, on sait qu'il y a des clients, hein, et puis c'est fait, c'est fait. Hein, donc une fois que tu as versé, c'est cuit. Hein, donc dans 3 ans, ils se feront peut-être rattraper par la patrouille. Et après, attention aux versements successifs, là. Moi, j'ai des clients qui m'ont fait ça. Alors, quand on est dans les entreprises, monsieur, madame, les enfants, hein, ça ne me pose pas de problème. Bah, faites ça, hein, vous faites des versements comme ça. Mais moi, dans une grande entreprise, 130 salariés, ils avaient fait une PPV en début d'année. Et donc, c'est les critères de début d'année qui se sont appliqués pour le versement qui a eu lieu, je ne sais pas, en mars ou en avril, et puis en septembre. Mais donc, en septembre, j'ai dû verser à des salariés qui n'étaient plus présents, en post-emploi, parce qu'ils étaient là, et puis je ne pouvais pas verser à des salariés nouvellement embauchés. Bon, alors moi, si vous me dites que c'est ça que vous vouliez faire, je veux bien, mais je trouve que ce n'est pas très logique. Et c'est pour ça que de faire 2 PPV, hein, je trouve que c'est quand même pas mal. Hein, donc voilà. Bon, et donc, sinon, il n'y a rien d'autre qu'à changer. Hein, on n'a pas le droit à 2 fois 6 000, par exemple. Hein, c'est 3 000 ou 6 000 en tout. Hein, vous savez qu'on a le droit à 6 000 quand on a des accords d'intéressement. Hein, les seuils n'ont pas changé. Et de toute façon, là, il ne faut pas rêver. Hein, la plupart des entreprises, les gens qui ont fait 6 000, c'est dans des entreprises familiales. Hein, voilà. Après, donc là, ils nous ont changé le régime en disant que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a les règles qui vont s'appliquer jusqu'en 2026. Hein, donc ça, c'est assez rare qu'on ait les règles. Alors là, la diapo, elle n'est pas très rigolote à lire. En fait, il faut que vous réfléchissiez, est-ce que vous êtes moins de 50 salariés? Si vous êtes moins de 50 salariés, rien ne change. Voilà. Hein. Si vous êtes moins de 50 salariés, donc il faut le lire comme ça, vous avez une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels, vous êtes exonéré de cotisation de sécu, vous êtes exonéré de CSG, exonéré d'impôts, c'est le régime qu'on connaissait. Là, vous voyez, hein, je fais agiter la petite souris, c'est qu'on est dans ce truc-là. Et puis ceux qui sont dans les moins de 50 et puis qui ont, qui gagnent plus que 3 fois le SMIC, ben eux, c'est pareil, entre guillemets, rien ne change non plus par rapport au dispositif qu'on connaissait. Ils sont exonérés de cotisation. Par contre, ils payent de la CSG et des impôts. D'accord? Donc là, en fait, ils nous ont pérennisé le régime qu'on connaissait dans les moins de 50 jusqu'en 2026. Donc ça, c'est assez sympa
Pour une fois, on connaît les règles. Par contre, là, ce qui est nouveau, c'est dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc là, c'est vraiment important de le voir. Parce que là, grosso modo, moi j'aime bien simplifier pour ma tête, dans les entreprises de plus de 50 salariés, c'est comme si on a le régime des gens qui gagnaient plus que 3 fois le SMIC. Et donc ça ne va pas être la même chanson. C'est-à-dire que même des gens qui gagnent moins de 3 fois le SMIC, eh ben, ils vont se payer de la CSG et de l'impôt. D'accord, hein, donc c'est ça la nouveauté. Plus de 50, ils vont se payer de la CSG et de l'impôt. Et c'est pour ça qu'ils ont prévu la possibilité de placement dans un PE, sauf que là, on attend les décrets. Vous voyez, ça c'est toujours le truc couillon. Le député, il a sorti son texte en novembre, et puis il ne nous sort pas les décrets. Donc là, il y a plein d'entreprises qui me disent, bah alors, Annabelle, les décrets, ce n'est pas moi qui fais les décrets. Hein, mais donc là, pour l'instant, on est bloqué. Et ça veut dire que là, les entreprises, il y en a qui décident soit de décaler la PPV, soit de dire, bah, tant pis, on ne place pas, et donc les gens, ils vont payer des impôts. Hein, c'est un peu dommage, on est toujours en attente des décrets. Alors, je le dis, parce que comme ça m'est arrivé jeudi, en sortant, LinkedIn, le décret est sorti, donc on sera content, on pourra enfin faire des PE. C'est ce qui m'est arrivé jeudi. J'ai parlé des congés payés, je rallume mon LinkedIn, paf, arrêt du Conseil d'État. Et ensuite, là, j'ai voulu vous mettre le principe pour les au moins 250 salariés, parce qu'au moins 250 salariés, eux, ils avaient une blague, c'est qu'ils allaient avoir le forfait social pour tout le monde. Hein. Donc là, moi, j'ai accompagné des grandes entreprises où on a fait verser avant le 31 décembre, et c'est bien pour ça que le député, il voulait que son texte il sorte avant le 31 décembre, parce qu'avant, il payait le forfait social que pour ceux qui étaient au-dessus de 3 fois le SMIC, hein, donc on va dire pas grand monde dans les entreprises, que là, tu versais le 31 décembre, tu ne payais pas le forfait social, enfin que pour ceux qui dépassaient 3 fois le SMIC, tu versais en janvier 20% de l'enveloppe, hein, dans des entreprises de 250 salariés, c'était quand même significatif. Voilà, donc ça, c'était sur la PPV, et donc la possibilité de placement, hein, que je vous ai dit, mais donc là, vous voyez, on est toujours dans l'attente du décret pour l'organiser, quoi. Hein, parce que quand je dis pour l'organiser, c'est que la rebelote, bon, Crédit Mutuel, ils sont partout en Alsace, et donc vous devez savoir qu'ils proposent aux grandes entreprises de s'occuper de l'intéressement et de la participation. Mais là, par exemple, on n'a pas les règles de savoir pendant combien de temps on doit laisser les gens réfléchir s'ils veulent placer ou pas. Bon, donc ça, notre petit nez dit 15 jours. Et le point qu'on a besoin de savoir, c'est de dire, à défaut de réponse, est-ce qu'on verse ou est-ce qu'on place? Donc notre petit nez, hein, donc on va voir le décret, on pense que pour la PPV, il ferait l'inverse de la participation et de l'intéressement. Il dirait, à défaut de réponse, on verse. Hein, parce que la PPV, c'est plus d'achat. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on n'a pas comme réponse. Vous voyez, c'est con. Hein. Combien de temps? Et par défaut, et ben voilà. Donc du coup, on ne peut pas le faire. Hein. Et donc même Crédit Mutuel doit être très triste, puisqu'ils perdent du chiffre d'affaires. Ils n'ont qu'à écrire à leur député préféré, ils auront peut-être le texte. Voilà. Hein, bon, donc là, c'est ça que je vous ai mis. Voilà, hein, j'avance. Et donc là, c'est ça que vraiment je veux insister, c'est que donc, à compter, donc, ça commence en 2024, dans les entreprises de plus de 11 salariés et moins de 50, il va falloir qu'ils définissent un dispositif d'épargne salariale. Alors, ce n'est pas toutes les entreprises, hein, mais pour vous, ce qui est le plus important, c'est le fait que ce soit des entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Et donc les 3 exercices consécutifs, on va le voir après, mais donc il va falloir qu'on s'en soucie à partir de 2025. Donc si vous êtes dans une entreprise de 11 salariés qui fait des pertes, là vous êtes tranquille. Mais 1% du chiffre d'affaires, on va trouver que ce n'était pas un seuil quand même très élevé de bénéfices. Et donc qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir faire quelque chose qui ne font rien à l'heure actuelle. Donc là, par exemple, ce matin, j'avais un pour tout à fait autre chose, et je lui ai dit, est-ce que vous faites déjà de l'intéressement, un PE ou une PPV? Il ne faisait rien, et bien donc lui, il va devoir réfléchir à faire quelque chose. C'est ça que les partenaires sociaux veulent, c'est que dans les entreprises de 11 et moins de 50 salariés, comment dire, ils organisent quelque chose. Et alors là, les entreprises ne déclarent pas un résultat net fiscal, je crois que c'est pour des histoires d'associations, etc. Enfin, il y a des gens qui sont pas qui ne déclarent pas de résultat net, donc ils ont prévu une règle. Et donc, là, ce qui va être important, c'est que c'est les exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Donc là, par exemple, nous, quand on clôture au 30 septembre 2024, on est encore tranquille, quoi. Hein, ça va être les exercices vraiment qui commencent en janvier 2025. Mais vous voyez, on va faire la référence de voir le résultat net fiscal de 2022, 2023, 2024. Hein, donc là, 2023, il est en train d'être arrêté. 2024, et donc vous voyez, il faudra que 3 fois de suite
tu es 1% de ton chiffre d'affaires en résultat et que tu devras réfléchir. Hein, donc là, on arrive facilement à voir la cible des clients concernés, et bon, leur en parler, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, ils font un truc assez consensuel. Soit ils font de la participation, hein, tu ferais la formule de participation qui est obligatoire dans les plus de 50, tu la ferais chez toi, soit tu fais un dispositif d'intéressement, soit tu fais une PPV, puisque vous avez vu que maintenant c'est un dispositif pérenne, soit tu abondes sur un plan d'épargne salariale, soit PE, soit PER. Et alors là, ce qui est bien, c'est qu'en France, quand on dit il faut que tu fasses quelque chose, on ne dit pas de montant. Hein. Donc ça, il faut être détendu. Alors là, je vous rappelle que comme on a un CSE, puisqu'on est dans les plus de 11 salariés, il ne faut pas faire des trucs qui n'auront aucun sens non plus. Hein, dites pas, nous c'est royal, on va faire 1 euro, hein, ça serait mal vécu. Mais par contre, moi je calme les ardeurs aussi des salariés. Hein, je rappelle que PEPA, quand c'est sorti, hein, la première PEPA avec les gilets jaunes, le montant moyen c'était 300 €, les gens étaient contents. Hein. Donc on peut aussi prévoir un accord d'intéressement qui prévoit que si les objectifs sont réalisés, on verse 300 €. Hein, et puis éventuellement faire un supplément d'intéressement. Vous n'êtes pas obligé de dire vous allez devoir faire 1 000 €, il n'y a pas de montant. Hein. Ce qu'il faut, c'est faire quelque chose. Et après, on a un autre cas, donc ça, il faut quand même que je vous en parle, parce que là, le timing est plus serré, c'est d'ici le 30 juin 2024, c'est les entreprises qui ont un délégué syndical. Donc ça, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont un délégué syndical. Mais les entreprises qui ont un délégué syndical, il va falloir qu'elles négocient sur un dispositif complémentaire en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Et là, pareil, hein, sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, donc là, ils vont devoir discuter de chez nous qu'est-ce que c'est une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Et donc là, on va devoir prendre la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les bénéfices réalisés sur les années précédentes et des événements exceptionnels externes, comme un rachat d'une entreprise. Hein, vous voyez, enfin, si tu intègres quelqu'un, c'est normal que ton bénéfice augmente. Voilà. Et là, rebelote, ils vont devoir négocier quelque chose en plus de ce qui est fait actuellement. Hein, donc là, les délégués syndicaux, on est au-dessus de 50 salariés, donc ils ont déjà de la participation. Ben, ça sera de prévoir un supplément de participation. Hein, c'est-à-dire de dire, en cas de bénéfice exceptionnel, en plus de la formule de participation, paf, on redonnera des sous. Hein, ou il y a un accord d'intéressement, ben, qu'est-ce qu'on prévoit, voilà. Hein, ou une PPV, enfin voilà. Ils veulent donner un truc en plus, quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est obligatoire, et là, ça doit être ouvert avant le 30 juin 2024. Voilà. Après, dans les autres mesures d'adaptation, on avait une petite ruse, donc c'est depuis 2019 hein, qu'on a 5 ans, ça c'est Macron qui avait fait ça, les dépassements de seuil, maintenant, il faut que ça soit dépassé pendant 5 années civiles consécutives pour qu'on soit condamné à payer plus, quoi. Hein, vous devez connaître cette règle-là. Hein, si on n'a pas dépassé le seuil pendant 5 ans, hein, tu ne payes pas, par exemple, les contributions dues pour les entreprises de plus de 50. Et alors, la ruse qu'on faisait, c'est que souvent, quand on se disait qu'on était borderline par rapport aux effectifs de 50, on faisait un accord d'intéressement. Parce que quand l'entreprise était couverte par un accord d'intéressement, quand elle dépassait officiellement le seuil des 50 salariés, donc avant sur une période plus courte, maintenant sur 5 ans, l'accord d'intéressement continue à produire ses effets. Or, vous savez que les accords d'intéressement, ça peut être 3 ans. Et donc ça, les partenaires sociaux l'ont fait sauter. C'est-à-dire que là, on va en revenir aux 5 années civiles consécutives classiques, quand bien même l'entreprise elle est couverte par un accord d'intéressement. Hein, c'est pour ça que là, on vous a mis une petite croix. Hein, c'est de dire, ben là, comment dire, on va avoir dépassé pendant 5 ans hein, l'effectif de 50 salariés. Et ben c'est en 2028 hein, qu'on devra calculer pour la première fois la participation, quand bien même l'entreprise était couverte. Vous voyez, par exemple, Magic, là, on aurait fait un accord d'intéressement en 2026, hein, qui aurait continué à produire ses effets, hein, et puis dans le temps, vous voyez, on aurait eu la participation légale qu'en 2030. Parce qu'on pouvait faire un accord d'intéressement avec une formule moins favorable que la participation, et ça marchait. Hein, donc ça, c'est tombé. Voilà, point divers. On va tenir le timing, mais pas pour les questions, quoi. C'est toujours ça qui est triste. On regarde, moins 10, moins 12. Peut-être que ça va aller. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis en point divers. Ça, je vous ai dit, c'est le truc qu'il faut que je vous parle. Alors, ah voilà, versement mobilité, j'ai 2 thèmes. J'ai versement mobilité et puis OETH. Alors, versement mobilité, parce qu'en fait, c'est peau de banane. Hein, j'ai voulu vous en causer. En fait, c'est des nouvelles règles depuis 2019. Et donc, je vous ai dit, les nouvelles règles depuis 2019, je vous en ai déjà parlé, hein, mais parfois, la répétition a du bon. Donc déjà, sur le versement mobilité, on parle de 11 salariés dans une zone de transport. Hein.
Donc vous n'êtes peut-être pas tous autour de Schiltigheim, hein, mais je voulais vous faire le piège. Hein, tu as une entreprise avec différents établissements, donc on a 7 à Schiltigheim et puis 6 à Illkirch. C'est la communauté urbaine de Strasbourg. Sur votre logiciel préféré, tu n'as pas mis la coche. Hein, si ça fait des conneries aussi, puisqu'il y a des coches. Hein. Vous n'allez pas avoir calculé le versement mobilité. Hein, notre belle URSSAF d'Alsace va vous dire, pourtant c'est la CUS, 2% de ta masse salariale. Hein, donc c'est quand même pas neutre. Donc ça déjà, ce n'est pas l'établissement qui compte, c'est la zone de transport. Et donc ça vaut pour toutes les communautés urbaines, c'est embêtant. Et après, on a une exception possible, c'est quand le salarié exerce hors de l'établissement de l'employeur plus de 3 mois consécutifs. Et vous voyez, là, je vous souligne dans une zone où est institué le versement mobilité. Et donc, ce que je dis toujours, c'est que si tu as ton siège à Paris, tu as un commercial à Toulouse, Toulouse, c'est bon parce que Toulouse, vous en doutez, il y a des transports en commun à Toulouse, donc là, ça va être bon. Mais parfois, nos commerciaux, hein, ils n'habitent pas dans la ville, ils habitent, je vous ai dit, dans une bourgade à côté de Toulouse. Et dans la bourgade à côté de Toulouse, il n'y a pas le versement de transport. Et donc, lui, tu ne peux pas l'exonérer. Et donc, ça, c'est le piège, parce que ça veut dire que parfois, vous allez même dépasser le seuil de 11 et devoir cotiser sur le siège. Hein, vous voyez, soit c'est est-ce que je n'ai pas payé le versement mobilité de Paris, puisque le mec, il habite Toulouse, enfin, à côté de Toulouse, hein, vous voyez, c'est qu'il y a l'idée de payer, mais c'est quand même ça la règle, soit carrément, vous n'aviez pas cotisé du tout au versement de mobilité de l'entreprise, parce que grosso modo, vous êtes 15, vous avez des commerciaux partout en France, et donc au siège, vous en avez que 7, donc vous n'avez pas coché le versement mobilité. Et puis là, hop, hein, donc l'URSSAF, ils ont un joli mot, une campagne de fiabilisation des données, hein, où tu reçois un courrier dans le cadre de la campagne de fiabilisation des données. Pouvez-vous nous préciser pourquoi vous ne payez pas le versement mobilité, hein? Et là, tu regardes avec des listes. Donc là, j'ai un dossier comme ça qui court depuis 2022. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un rescrit social, parce que d'abord, moi, je m'étais simplifié la vie en juillet 2022. On ne devait pas être encore très frais. Donc, j'avais fait un courrier sur lequel j'avais écrit rescrit social. Mais je n'avais pas utilisé le formulaire. Donc, ça, ne le faites pas. Depuis juillet 2022, mon courrier n'a pas été traité. Enfin, on s'écrit, tout ça, mais voilà, ça ne bouge pas. Et donc là, c'est devenu plus saignant qu'on a une mise en demeure. 8 972 €. Vous voyez, je connais le montant par cœur. Et donc, je me suis décidée à faire un vrai rescrit social, où donc j'ai pris le formulaire et puis j'ai dit ça. Et donc, je me suis embêtée, enfin, j'ai demandé à une collaboratrice de me le faire. On a photocopié tous les contrats de travail, stabilocé que j'avais plein de commerciaux qui ne mettaient jamais les pieds en Alsace parce que les contrats de travail étaient bien faits. C'est pour ça que les clients qui nous disent « Non, non, je ne fais pas le contrat de travail. » Ben là, 8 972 €, vous voyez. Donc là, les contrats devaient être faits par le client, mais ils mettaient bien tous les départements. Mais j'ai 3 corneaux qui sont France métropolitaine. Donc ça, France métropolitaine, ça m'embête puisqu'ils sont Alsace, hein, France métropolitaine. Et j'ai un Belge. Donc là, Belge, forcément, je n'ai pas de versement de transport. Et je suis bon à un prêt. Hein, donc autant vous dire que j'ai fait mon rescrit, 8 972 €. Vous aurez la réponse l'année prochaine de savoir si c'est passé ou pas. Mais voilà, hein, donc on a bien... Voilà. Et on verra bien, parce que 8 972 €, c'est une année. Hein, bien sûr, il y a 3 années en jeu. Donc pour l'instant, et donc c'est pas plus rapide de faire un rescrit, hein, j'ai toujours pas plus de réponses. Alors par contre, ce qui marche bien pour l'URSSAF, là je vous donne la ruse parce que moi quand même il me chauffe quand mon courrier de juillet 2022, là quand même, à un moment ils peuvent me le traiter quand même. Donc là t'écris, hein, puis hop, ils font copier-coller, il se passe rien. Demande de rendez-vous, ça marche super. Hein. Et alors là, moi j'ai carrément donné mon portable parce que comme ça, j'ai 3957 qui s'affiche sur mon portable et là client, tout ça. Ah attendez, hop, j'ai l'URSSAF qui appelle, là je décroche. Hein, parce que 39,57. Donc ça, si vous voulez avoir une réponse, demande de rendez-vous. Alors, ils te font des rendez-vous tordus. Hein, là, j'avais Royal 31 janvier à 13h. Hein, vous voyez que je n'avais rien d'autre à faire le 31 janvier. J'ai été appelée avant. C'est ça qui est formidable. Hein, donc ça, mes collaboratrices, ça les a énervées parce qu'elles me disent, Annabelle, tu te bloques le 31 janvier à 13h et ils te rappellent le 26 janvier à 15h. Bon, comme 39,57, je connais le numéro, donc je décroche. Et alors, l'autre point que je voulais faire sur le versement mobilité, c'est que chouette, on a les JO, mais là, les Parisiens ont dégusté, donc ils ont dégusté qu'à partir du 1er février. Là, le versement mobilité région parisienne, il s'envole, hein, 3,20. Hein. Donc, alors là, c'est pareil, sur l'année 2023, j'ai eu une Alsacienne qui est quand même plutôt dans les Ardennes, donc je n'ai pas bien tout compris, qui doit vouloir concurrencer O2, hein, vous savez, la société de ménage, et donc qui nous a créé une société de ménage, mais avec une seule salariée au départ, hein, et qui a voulu prendre une adresse aux Champs-Élysées. C'est pour ça que je vous taquine
en vous disant qu'elle doit vouloir concurrencer aux deux, alors que c'est une Alsacienne. Voilà. Bon, donc, je ne crois pas que ce n'est pas encore très référencé. Mais donc là, le fait de faire ça, quand tu mets ton siège, hein, tu seras à 3,20 de versement mobilité. Vous voyez, bon, alors ça fait peut-être frime d'avoir une adresse aux Champs-Élysées, mais je ne suis pas sûre que quand tu choisis ta femme de ménage, c'est vraiment, tu choisis l'adresse aux Champs-Élysées. Et donc, nous, je vous rappelle que le versement mobilité à Strasbourg, il est 2%, mais quand tu mets ton siège en Alsace, on a la problématique du régime local pour les salariés itinérants de 1,30 par salarial. Donc ça, il faut aussi réfléchir quand vous avez la possibilité de choisir votre siège. Et là, par exemple, j'ai rencontré un nouveau prospect, le monsieur réfléchit beaucoup. Lui, il s'est dit qu'il allait choisir Nancy. Parce que Nancy, vous voyez, pas trop loin de Strasbourg, pas le régime local, moins cher que le versement mobilité. Enfin voilà, hein, donc il a réfléchi à la question. Bon, après, il faut vouloir avoir son siège local à Nancy. Et donc là, pareil, je voulais vous reparler de la différence entre régime local et droit local. Parce que le régime local, hein, les mots ont de l'importance. Hein, toujours, deux mots, c'est que ce n'est pas la même chose. Le régime local, c'est ce qui permet d'être mieux remboursé. Hein, donc quand on va chez le médecin, on est remboursé à 90% au lieu de 70%. Et généralement, on paye moins cher notre complémentaire santé. Le retraité, là, enfin le futur retraité qui avait sa complémentaire santé, pas 50-50. En plus, je lui ai dit, vu combien vous payez cher votre complémentaire santé, vous n'avez même pas un régime droit local. Et je suis sûre de mon coup parce qu'il fait partie d'un grand groupe. Et donc là, c'est quand même dégoûtant parce que les 1,30, c'est quand même les salariés qu'on paye. Hein, et donc, comme c'est sur le salaire brut, quand tu as un gros salaire, ça te coûte cher. Si c'est pour payer une complémentaire santé vieille France, hein, vraiment, là, les salariés, ils sont perdants. Et le droit local, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent aux salariés qui travaillent en Alsace-Moselle. Hein, et donc là, c'est là qu'il peut y avoir une distorsion. C'est que si, comme nous, vous avez fait le choix d'héberger vos clients préférés là à Schiltigheim, hein, donc nous, on est société de domiciliation, donc on a mis des mecs partout en France, siège à Schiltigheim, ils doivent cotiser à 1,30 alors qu'ils sont à Toulouse, etc. Et on leur pique sur leur salaire, et si je suis au courant du dossier, c'est bien sûr que la coche n'avait pas été mise au départ. Hein, donc, au moment où tu régularises, tu leur piques 1,30, hein, depuis le début de l'année, c'est quand même particulièrement désagréable pour eux. Et on leur applique après le droit local, hein, parce qu'ils ne mettent jamais les pieds à Schiltigheim. Il y en a un qui est à Toulouse, l'autre à Lille, etc. Donc ça, il faut bien distinguer les deux. Mais donc le choix du siège social, notamment quand nous, on fait de la domiciliation, il a son importance. Voilà. Et donc régime local, là, je vous ai remis les règles, hein, mais grosso modo, c'est les salariés itinérants qui dépendent d'un siège, comment dire, en Alsace-Moselle, et ben, ils doivent être affiliés au régime local, même s'ils n'y mettent jamais les pieds. Et donc ça, l'URSSAF d'Alsace, ils veillent, puisque ça fait partie, le siège est en Alsace, ça fait partie de leur redevable. Et voilà, ça doit être la dernière diapo. Sur le ETH, alors je vous ai laissé les anciennes arnaques qu'on avait eues, donc avec AGFIP dans le désordre, là, vous voyez. Hein, donc là, par exemple, c'était Association et gestion d'embauche des personnes handicapées en France. Vous voyez, c'est AGFIP dans le désordre. Mais en fait, vous savez qu'on n'a pas besoin de toutes les lettres pour lire les mots. Hein, donc ça, on se fait avoir. Là, c'était un site OETH.org, donc là, vous voyez que c'est vraiment tout pareil, hein, mais en fait, là, c'est objectif emploi, hein, au lieu d'obligation. Et alors là, donc c'est ma cliente avec les salariés pénibles. Donc vous voyez que ça, c'est la cible des arnaqueurs. Vous voyez, là, la dame, elle a tout contre elle, et donc, bon, on s'entend très bien, à force, hein, moi, je dois travailler 4-5 heures sur son dossier tous les mois, donc forcément. Et là, moi, j'ai trouvé ça louche, parce que déjà, le nom de la société Eaters. Hein, eat, ça veut dire manger. Hein, enfin, hein, je vais te bouffer un peu. Hein, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je parle bien anglais. Hein, je trouvais que ça faisait un peu je vais te bouffer. Quoi, hein. Alors que non, hein, bien sûr, ils te vendent entreprise adaptée. Hein, c'est ça le EA. Hein, enfin, tu lis Eaters hein, quand même. Et donc là, elle m'envoie tout un mail compliqué avec des pages et tout ça. Gna, gna, gna. Alors là, c'est pas gentil. Hein, mais donc nous, on est en Alsace. Et donc là, c'est une entreprise d'Aix-en-Provence qui t'écrit. Ça, c'est pareil, c'est bizarre. Toi, tu seras alsacien, puis tu feras appel à une entreprise adaptée d'Aix-en-Provence. Puis après, rebelote, vous avez de nouveau un autre truc qui fait que c'est louche. Et alors surtout, il lui demandait 8000 balles, alors que je lui dis, mais vous avez combien à payer de contribution à la GFIP? 8000. Et attention, quand tu payes 8000 à Eaters, ça ne va pas te réduire tes 8000 que tu devais payer à l'URSSAF, puisque vous savez, ça te permet de réduire ce que tu dois payer, hein, le fait de faire appel aux entreprises adaptées, mais ça ne te fait pas payer ta cotisation. Hein, donc je lui ai dit, ben non, on va continuer à payer. Donc là,
c'est à la mode, hein, les mails d'arnaque, là, donc d'être vigilant là-dessus. Par contre, il faut que nos clients ils nous appellent. Attends, voilà. Merci de votre attention. À l'année prochaine, mardi 18 mars, hein, parce qu'on fait après le 15, hein, parce que nous, janvier, février, enfin je retire décembre, en fait décembre, janvier, février, on ne vit plus de pro, donc on ressort notre tête en mars. Et donc après le 15 mars, le premier mardi après le 15 mars, c'est ça. Et ça sera mieux l'année prochaine, parce que j'ai regardé, il n'y a pas Pâques. Pâques, ça tombe en avril. Parce que là, c'est un peu chaud comme... la semaine prochaine, c'est Pâques. Voilà. Ouais, voilà. Alors, merci pour votre attention, et puis donc à l'année prochaine. Merci.